Bienvenue dans Radio Dixie. Comme à chaque émission, je suis avec celui qui bat des records du monde de force la semaine et qui détruit du socialiste en live le week-end. Le seul et l'unique Baptiste Marché. Comment tu vas, mec? Bah ça va, merci, ça va, quelle introduction. C'est exceptionnel. Galvanisé, c'est pas mal. Et aujourd'hui, les gars, on va commencer par rapidement vous partager deux des nouvelles taxes les plus absurdes de la République socialiste française. Puis on fera un point sur la situation catastrophique en Syrie, où, comme Baptiste l'avait prédit, les chrétiens syriens et les alouites sont actuellement massacrés par milliers par les soldats du nouveau gouvernement. Des djihadistes qui font des trucs de djihadistes, c'est étonnant. Puis on va enchaîner avec une mise à jour sur la politique US, effondrement de la croissance du nombre de fonctionnaires, arrêt des subventions pour les universités pro-Palestine, ainsi que les incroyables révélations qu'Elon Musk a fait cette semaine lors de son passage chez Joe Rogan, le podcast le plus écouté au monde. Et on terminera en demandant son avis à Baptiste sur l'actualité Zelensky, Macron et la guerre en Ukraine. Mais avant de commencer, je crois qu'il y a du nouveau de ton côté, mec. Bah écoute, oui, tu l'as dit, déjà le retour de la compète la semaine dernière qui s'est très bien passé. Pour ceux qui ont vu, ouais, c'est mieux encore que ce que j'attendais, parce que en fait je me suis rendu compte au dernier moment en faisant mes tests avant la compétition, une semaine avant, etc., que en fait j'étais très proche du record du monde pour ma catégorie de poids. Donc je me suis dit, bon, ça se tente. Sachant que j'avais vraiment pas fait la prépa parfaite, je sais que ça fait un peu... Prétentieux. Ouais, prétentieux de dire ça. Et en vérité, j'étais pas hyper confiant. Les autres membres de l'équipe de France, Hugues, etc., ils peuvent te le dire, parce que à cause de... En fait, normalement, ma période de l'hiver, c'est là où j'ai pas trop de clients, etc., où je m'entraîne bien. Mais comme j'ai fait venir des influenceurs pour faire de la pub pour la boîte, j'avais quand même pas mal de boulot. Et du coup, Okay. bah, j'étais un petit peu dans la merde au niveau des entraînements, etc. Donc Et c'était pas une préparation optimale, quoi. C'était pas du tout optimal. J'ai loupé des entraînements. J'ai dû faire mes tests trop tard. C'est-à-dire que normalement, tu fais tes tests un peu à un temps assez espacé de la compétition pour avoir le temps de récupérer. Là, j'ai dû les faire le lundi, alors que la compétition, c'était le samedi, parce que j'avais pas pu les faire la semaine d'avant à cause du boulot. Okay. Donc, Donc j'étais t'avais le vraiment muscle pas... sous tension encore, quoi. Ouais, j'étais pas hyper confiant, j'avais une douleur à l'épaule, etc. Et j'avais 8 pounds, j'étais 8 pounds trop lourd pour la peser. Donc tu vois, ça fait quand même beaucoup de facteurs. Ah Et ouais. donc, Attends, donc t'as dû perdre 8 pounds en quelques jours. en 24 heures, j'ai perdu 4 kilos Oh en 24 heures. Bah, putain. juste pour la peser, mais ça, c'est un cutting, tu vois. Mais bon, Ah ouais, l'avantage que j'ai... ça fatigue quand même. Oui, bah, si tu sais pas bien faire, ça peut fatiguer. Ok. L'avantage que j'ai, c'est que j'ai fait 12 ans de développé couché à niveau professionnel. Donc, des compétitions, j'en ai fait des milliers, et c'est vraiment ce qui m'a sauvé. Enfin, des milliers, non, pas des milliers, mais des dizaines. Et donc, c'est vraiment ce qui m'a sauvé. C'est-à-dire que je sais vraiment bien gérer ce genre de choses. Je pense à tous les petits détails, etc. Donc lundi, le test s'est bien passé, mine de rien. Le lundi, le test s'est bien passé. Je me suis rendu compte que j'étais proche du record du monde. J'étais très proche. J'étais à une pente du record du monde, en gros. Ok. 450 grammes. Et donc, j'ai fait... Lundi, je me suis rendu compte de ça. Donc, je me suis dit, bon, bah, ça se tente si je suis en forme le jour J, si j'arrive à tout faire. Je suis parti. Donc, moi, je concourais le samedi. Je suis parti le jeudi. J'ai conduit 9 heures. Ok, parce que j'avais 18 heures de voiture pour aller à la compétition. Ok, donc j'ai conduit 9 heures le jeudi. J'ai dormi à l'hôtel. Vendredi, 9 heures. Sur ces 9 heures-là, par contre, le vendredi, pas de bouffe, pas de flotte. Donc rien mangé, complètement à jeun et aucune eau. Je suis arrivé donc le vendredi soir, ma pesée c'était le samedi matin. Vendredi soir, j'ai commencé ma déshydratation avec les bains chauds, etc. Donc j'ai fait 2 heures de bains chauds en plusieurs séances de 20 minutes, tu sais, d'affilée, tu sais, pour que ta sudation elle soit au maximum. Donc là, j'avais déjà perdu à ce moment-là la moitié du poids que je devais. J'avais déjà perdu plus de 2 kilos, parce que j'avais 3,9 kg. Donc là, déjà, t'as fait 18 heures de route en 2 jours. Tu vois, et t'as pas mangé, pas bu depuis 24 heures, et en plus t'as perdu 2 kilos de flotte dans l'eau chaude, tu vois. En fait, t'avais toutes les excuses pour ne pas le tenter, ce record du monde. Oui, mais entre guillemets, ça, c'est, tu vois ce que je veux dire, c'est aussi, ça fait partie du sport, tu vois, pour la peser. Le lendemain matin, donc je me suis levé à 6 heures du matin, j'ai été dans les bains chauds pour perdre le poids qui me restait. J'ai été à la pesée, je me suis fait peser à 9 heures. À 9 heures, j'étais à 99,5. Donc parfait. Okay. Et là, j'avais 24 heures pour récupérer. Donc il devait être à moins de 100 kilos si on comprend, Voilà. bien. Et là, tu reprends combien? Tu reprends tout? Et là, j'ai repris, donc quand je me suis pesé le jour de la compète, donc le lendemain,
matin. Donc 24 heures après la pesée, je me suis pesé à jeun le matin en me levant. Je faisais 230 pounds. Donc je suis passé de 119 à 230. Donc 11 pounds en 24 heures. Donc j'étais encore C'est plus lourd. intense. Mais j'ai bu, par exemple, pour donner un ordre d'idée, j'ai bu. Alors attends. J'ai bu presque 7 litres de Powerade dans la journée. Ah oui, d'accord. Les boissons hydratantes, les boissons hydratation isotoniques. Donc ça, Tu sais plus qu'il y a des mecs les il y a, calories. il y a des sportifs qui Qui arrêtent meurent. leur carrière parce qu'ils supportent plus de faire cette sèche. Oui, bah là, il y a une sportive qui est morte là, dans Pendant une la compétition sèche. fitness là, il y a pas longtemps en faisant ça. Ouais. Aïe, Là, aïe, aïe, aïe. En faut, fait, quand je faut disais pas. les excuses, c'est que tu étais mal préparé, c'est toi qui devais conduire, c'était loin de chez toi. Tu aurais pu te dire plein de fois, ah, je laisse tomber, c'est pas pour cette fois, Bah, il y avait pas t'es mal quand de même trucs, allé. fallait vraiment pas se foirer Ouais. quoi. Mais bon, j'ai bien fait ma récup. Le jour de la compète, mais attends, c'est pas fini. Le jour de la compète, donc j'ai concouru, j'ai fait les 211, j'ai validé le record du monde et j'ai repris la route tout de suite parce que moi j'avais un client le lundi. Et là, j'avais un client qui arrivait le lundi et là on était le dimanche et j'étais à 1200 miles de chez moi. Et t'es tout seul dans la bagnole? Ou t'es Non, non, accompagné? non, Ok, non, on était deux, j'étais avec ma copine, mais quand même, tu vois. ok. Ah ouais. Mais elle conduit pas, tu vois. Donc j'ai fait, et je suis revenu dans l'autre sens. Donc c'est-à-dire que je me suis levé, j'ai fait la compète, j'ai fait la remise des médailles, j'ai repris la route immédiatement, j'ai conduit 9 heures et 9 heures le lendemain, et après le lendemain je travaillais, tu vois. Et tu Donc représentais le Texas, j'ai vu. bah c'est ce qu'ils Represents ont dit, oui, oui. Texas! Après, oui, oui. Après, il y a 3 autres Français qui concouraient, qui représentaient la France, etc. Je te dis, il n'y a pas grand monde, je pense, qui peut, sans me vanter, qui peut faire les 18 heures de route, la sèche de 4 kilos, le record du monde, 18 heures de route dans, dans Ah l'autre ouais. sens, Mais tu la, vois. la plupart Chez des moi, gens, j'étais aussi. ils essayent même pas de le faire. Et je vais te dire, regarde, je vais même te dire un truc, et c'est pas pour, je te jure que c'est vrai. Donc moi, j'ai concouru le samedi. Le samedi Ok. après la compète, j'ai fait 9 heures de route. Le dimanche, j'ai fait 9 heures de route. Le lundi, j'étais à l'entraînement. Putain, la machine de guerre. Tu vois, donc après, faut pas, il y a pas d'excuse, tu vois ce que je veux dire? Ah Il y a ouais. pas d'excuse. Bon, Ah, et mais le la deuxième classe truc, quand parce que même. c'est vrai qu'il faut qu'on enchaîne après, sinon les gens ils vont jamais, on va jamais arriver à Radio d'ici. Le deuxième truc, et tu l'as vu, c'est ça. Eh oui, bordel de merde. La Texas sortie du Jerky. Texas Jerky, enfin, enfin. Et j'ai mon nom sur une marque. Attends, c'est où? Ouais, c'est là. Attends. Oui, c'est là. J'ai mon nom sur une marque de jerky. Ça y est, j'ai réussi ma vie. J'ai C'est réussi ma vie. génial. Baptiste Marchais. Avec un long Euh, horn dessus. Magnifique. Exactement. J'ai sorti ma marque de bœuf séché et donc c'est fabriqué. En fait, à la base, je voulais faire une marque au Texas, fabriqué au Texas, faire importer, etc. Finalement, je me suis associé avec le jerky français et donc j'ai fait tout fabriquer. On fait tout fabriquer en France. Donc c'est entièrement fait de façon artisanale dans le Tarn. C'est un circuit ultra court parce que c'est des bœufs qui viennent de la région toulousaine, Ah, qui parfait. sont élevés entre Toulouse et les Pyrénées, et l'atelier est dans le Tarn. Tout est fait naturellement, c'est 100% d'ingrédients naturels, il n'y a aucun conservateur, il n'y a aucune saloperie, etc. C'est des mélanges d'épices et de la viande déshydratée et c'est tout. Putain. Et donc voilà, ça y est, c'est disponible sur jerkytexas.fr, c'est disponible dès maintenant. On en a déjà vendu un paquet. La première semaine, ça a marché de ouf. Ah, c'est bon On ça. a deux goûts, donc on a le sweet and smoky qui est une recette, parce que moi j'ai voulu vraiment faire un truc qui goûte texan, c'est-à-dire qu'il soit très Ok. inspiré des recettes Texas. Donc le sweet and smoky, c'est vraiment un truc que tu retrouves ici, c'est avec du sucre brun généralement. C'est quoi, c'est C'est une ce qu'on sauce appelle. barbecue? C'est très. Non, non, parce que c'est beaucoup plus léger que ça. C'est-à-dire que tu sens à peine le sucre. C'est vraiment un Ah, cool. tout petite note de sucre brun dans un mélange d'épices. C'est fumé, évidemment. Donc, tu as le goût fumé, tu as une très légère note de sucre brun derrière. Donc, ça, c'est le sweet and smoky. Et on a fait le spicy and smoky. Donc, celui-là, on a fait avec du jalapeno fumé, donc du piment fumé, avec d'autres épices, etc. Et c'est pareil. Là, on n'a pas forcé pour faire un truc qui arrache, tu vois, parce qu'on sait que pour le public français, c'est pas forcément ce qui plaît. Mais il y a quand même il y a du piquant qui arrive derrière. Généralement, en fait, tu le manges et tu as le petit côté piquant qui arrive derrière, mais c'est vraiment, c'est du niveau C'est du traître. tabasco à peu près au niveau de la. Ah, Non, non, ok. au niveau du piquant. Donc c'est largement, enfin, Parfait. Et du coup, tu c'est seras pas abordable. impacté par les potentiels tarifs douaniers qu'appliquerait l'Union européenne en réponse à des tarifs américains. Non, voilà, je serais pas impacté par ça. Après, bon, je suis quand même impacté. On est quand même impacté par, même si c'est pas ma boîte, parce qu'évidemment, je peux pas faire de boîte en France. Moi, sinon c'est immédiatement la prison ou je sais pas quoi. Non, non, mais bon, évidemment, ça reste un artisan français, donc il est impacté par la législation française, etc. Mais on arrive quand même au niveau du marché
à être abordable parce qu'on est à 10 euros, juste au-dessus de 10 euros le paquet, les 100 grammes, sachant que quand tu achètes du jerky aujourd'hui dans le commerce en France, comme c'est de l'importé, etc., généralement c'est des sachets de 25 grammes, et c'est des marques de merde avec beaucoup de conservateurs et tout, et ça vaut déjà 5, 6, 7 euros les 25 grammes. Tu vois. Donc là, on a 10 euros les 100 grammes pour un produit vraiment qualitatif, entièrement naturel. Naturel, fait en France, Ouais. avec une putain d'image de marque et moins cher. Donc tu te Et défonces puis pas bon, cher. là, tu es sur un produit, tu as 50% de protéines dans le produit, tu as, entre 10 et 14% de matière grasse, tu quasiment aucun sucre. Donc c'est un produit qui est super sain, même pour le sport, etc., qui se conserve ultra bien, puisque comme c'est entièrement déshydraté, nous, on a des dates jusqu'à plus de 6 mois, etc. Donc vraiment, tu gardes ton snack, tu l'emmènes partout, c'est pratique, tu n'as pas besoin de frigo, tu n'as besoin de rien. Donc ça touche plein de choses pour les gens qui aiment cette culture, parce que c'est vraiment le truc traditionnel du sud des États-Unis et qui veulent goûter et se rapprocher vraiment de ce que tu trouves ici. Bah, c'est intéressant. Pour ceux qui cherchent un snack pour le sport, etc., c'est intéressant aussi. Donc allez-y, c'est jerkytexas.fr. Voilà, de toute C'est façon c'est en description, parfait. j'imagine. Ça change des barres de prot ou des checkers pour Ah varier oui, un peu. oui, ouais, il y a, voilà, là c'est que du bœuf. Donc là, voilà, valeur sûre, valeur sûre. Ah, bah écoute, t'avais d'autres choses à rajouter, mec? Non, c'est bon, à toi. Parfait, mais moi très rapidement, depuis la dernière fois, vous pouvez retrouver sur mon Patreon 2 podcasts à la découverte des abonnés. Un avec Aïdan, expatrié au Mexique. Il a fui la République qui voulait le placer sous tutelle. Lui qui est autiste Asperger avec 132 QI, couillu et libertarien. Aïdan a en effet eu de nombreux problèmes avec la justice, car il n'a jamais accepté de se soumettre face à la racaille islamo-gauchiste. Il s'est pris de nombreux coups de couteau par des chances pour la France pendant sa jeunesse. Et pour le soumettre, les juges marxistes ont décidé de le mettre sous tutelle, mais il a pu s'échapper en Basse-Californie au Mexique, où il a mis sa mère à l'abri. C'est une histoire quand même assez incroyable, avec un profil assez atypique. Je me demande si c'est pas lui qui vous avait posé une question un jour sur un live avec Papacito. Je lui ai pas demandé, Je mais je me crois fais la pas. réflexion là. Non, je pense pas. On sait Je jamais, pense- hein. Non, je crois qu'il s'appelait Julien quelque chose, le mec. Ah ok, bah c'est pas lui Comme alors. exact. Et il y a aussi un autre podcast à la découverte des abonnés avec Roman, Suisse Roman, qui nous explique si en 2025 la Suisse c'est vraiment toujours mieux que la France. Taxes, classe moyenne, subventions, immigration, insécurité, justice. On fait donc le point avec ce Suisse qui vit dans un canton où l'État prélève tout de même 35% du PIB. C'est quand même assez conséquent pour la Suisse. Et ceci en plus de 3 épisodes du podcast Les méchants capitalistes, dans lesquels on refait le monde toutes les semaines avec mes potes libéraux et libertariens. Cette semaine, on a eu de nouveau Johan de Dose de France. Et la semaine prochaine, on sera avec John Goodrich, mec, qui va venir nous faire un coucou sur le J'ai prochain vu qu'il live avait Les fait une méchants vidéo avec lui capitalistes. déjà. Ouais, c'est vraiment cool. Super. C'était vraiment Super. sympa. Et puis c'est ça, tout ça sur patreon.com/leguise. Est-ce qu'on se lancerait pas dans nos sujets du jour, Baptiste Touta? J'aurais pas une petite question du chat parce que là, je Ah, vois qu'il y a vas-y. des mecs qui sont en train de faire. Ils sont en train de se creuser le cerveau. Il y a un mec qui a dit comment il fait pour mettre autant de protéines dans le jerky, tu vois. Et derrière, je vois qu'il y a des débats de scientifiques. Parce que Pierre qui a essayé de répondre en disant c'est juste la protéine qui est dans la viande, ce qui est vrai. Et le mec il dit bah non, il n'y en a pas autant à la base. Alors, c'est parce que c'est déshydraté. Donc à partir du moment où tu enlèves la flotte, tu as une concentration de bœuf qui est plus importante, donc de protéines de bœuf plus importante. Donc c'est vrai, effectivement, on n'a pas rajouté de protéines. C'est juste qu'à partir du moment où tu prends du bœuf, c'est comme si tu prends la viande de grison, ce genre de choses, qui sont des viandes qui sont séchées, etc. Donc qui perdent beaucoup d'eau. À partir du moment où tu perds de l'eau, tu as moins d'eau, plus de bœuf, donc tu as plus de concentration. Donc voilà, ça fait T'as bien fait de 50 entièrement répondre, de sinon il y protéines. aurait eu 50 commentaires dans Oui, la parce que là, je rediffusion vois YouTube. que ça commençait, il parlait de ça, donc voilà. Bon, moi, je voulais commencer très rapidement par vous partager 2 nouvelles taxes très absurdes de la République française. Des bonnes Très nouvelles. rapidement, des nouvelles taxes. En fait, Pour le plaisir. ça nous Pour fait le rire, en fait. plaisir. Bah, ça me fait rire. Ça me fait rire parce que tu les payes pas. Ça, c'est vrai, bordel de Parce que le merde. mec qui les paye, ça le fait moyennement rire, je pense. Ah ouais, bon, il a envie de se barrer, le mec qui les paye, je Tu suis sûr, m'étonnes. cet enfer. Taxer, 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 comme si la hausse de l'énergie et des matières premières ne suffisait pas. L'État alourdit encore la fiscalité pesant sur les artisans boulangers, qu'il s'agisse du papier enveloppant les 27 millions de baguettes vendues chaque jour en France, du carton protégeant les pâtisseries ou encore du plastique conditionnant le pain tranché. Les boulangers doivent désormais s'acquitter d'une taxe. Chaque emballage remis aux consommateurs constitue une unité de facturation. Ah, putain, ils sont bons, hein. Pour les boulangers réalisant plus de 10 000 unités de vente consommateurs par an, la contribution est calculée en fonction du nombre de types d'emballages utilisés. Elle s'élève à environ 0,0075 euros par passage en caisse. Pour les boulangers en dessous du seuil de 10 000 UVC, un forfait annuel de 80 euros s'applique. Ah, ils ont de l'imagination.
Voilà, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont augmenter le prix des baguettes, hein, Bah oui, c'est vous qui c'est les évidemment, consommateurs qui vont payer. parce que les boulangers, c'est vrai, bah attends, c'est vrai qu'ils sont tellement riches, tu vois? Vous les voyez pas tous ces boulangers en Lamborghini, en jet privé et tout, parce que les boulangers, ils ont tellement de fric qu'ils savent plus quoi en foutre. Tu sais? Bah attends, le pain, c'est comme l'or. C'est le cours ne peut faire que monter le cours du pain. Donc les boulangers, comme ils étaient pétés, ils se sont dit bon, les petites taxes, ça va pas leur faire de mal. Mais donc évidemment, comme les boulangers, ils sont déjà ric-rac, évidemment qu'il va falloir foutre ça quelque part. Donc ça va partir dans le prix du pain ou quelque chose comme ça. Mais bon, Vu que tous les riches font de l'évasion fiscale ou se barrent du pays, il faut taxer la populace maintenant. Donc on taxe les produits alimentaires de base, quoi. L'emballage du pain. voilà. L'enfer. De Et plus genre, en plus. En fait, ils pouvaient pas augmenter les taxes sur le pain parce que c'était trop, en fait, déjà. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'il y a dans une baguette de pain qu'on peut pas taxer? Alors au début, ils ont pensé à la taxe sur les croûtons, mais ils ont eu peur que les mecs vendent des baguettes sans croûtons. Donc ils se sont dit, ah, là, on va faire l'emballage. aïe aïe aïe. Il y a une autre taxe très drôle aussi, la SACEM et les fédérations des pompes funèbres ont signé un accord pour instaurer une nouvelle redevance sur les chansons diffusées lors d'obsèques. Les droits d'auteur concernant désormais même les morts. Une nouvelle redevance a ainsi été mise en place sur la diffusion de chansons lors d'enterrements. Pour diffuser l'artiste préféré d'un défunt lors de ses obsèques, il faudra ainsi payer 5 euros. Une nouvelle taxe qui doit permettre à la SACEM de récolter entre 700 000 et 800 000 euros par an. Les 5 euros de redevance Et pour donc boumer un peu après, la... ils sont censés payer les droits aux artistes, donc du coup. Bah, j'imagine, ouais, c'est ça, en partie, après on sait jamais, hein. On va tous fric. Les 5 euros de redevance seront facturés donc aux familles utilisant de la musique ou bien à l'ensemble des clients. Dans ce cas-là, cela coûtera uniquement 1 euro. En fait, t'as raison, ils enrichissent des artistes qui sont déjà pleins de fric, quoi. Mais c'est surtout qu'à mon avis, les artistes, ils ont jamais demandé ça. Ah non, Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'artistes qui ont dit, ah quoi? Genre Pavarotti, mon Ave Maria, moi, pour enterrer des gens, jamais de la vie, donnez-moi mon fric. taxez-les. Non, Taxez-les. mais tu vois ce que je veux dire? Bon. Mais on apprend aussi, ça, heureusement qu'ils n'ont pas mixé les deux, parce qu'on aurait pu faire un taxe sur les emballages des morts. Tu vois? Donc plus de cercueils, parce qui étaient taxés, donc on a les gens directement dans le trou. Ouais, ça va arriver, hein. Plus écologique. Bah, beaucoup plus écologique. Tout ce bois gâché, les poignées, tout. Tu crois que ça pollue pas le sol? Donc directement dans le trou, les gens. Et sans vêtements. Parce que maintenant, avec les vêtements, tu sais, il y a des fibres synthétiques et tout. Pareil, ça pollue dans le sol. Donc nu, directement dans le trou, quoi. Façon, ça va être bien, quoi. Façon fausse commune. Eh Un oui, et coup je de viens de chaud, voir que, terminé. je viens de voir que la SACEM reste quand même avec 15% des prélèvements. Ah bah attends, c'est un peu public, hein. Faut bien que, tu vois, Aïe, faut aïe, bien aïe, aïe, aïe. qu'ils servent au passage, tu vois. Bon. Mais tu sais que mec, là, t'es encore en train de faire des prévisions, hein. Dans 7-8 mois, on va avoir une taxe comme ça pour les Sur les cercueils, tu vas cercueils et voir. tout, ou sur les vêtements. Non, mais on fait des prédictions, on s'en rend même pas compte. Vous Parce que allez là, on voir, en a deux nouvelles qui arrivent. On yes, a dans eu, l'émission, vous allez voir. on a fait une prédiction. Vous rappelez la dernière fois quand on vous avait dit, on vous avait parlé de la sécurité sociale alimentaire, que ça allait devenir quelque chose qu'ils allaient mettre en avant. Et là, ça y est, ils commencent à avoir les propositions, etc. Donc, on avait prévu. Et là, vous allez voir dans les sujets qui suivent, deux choses dont on a parlé qui arrivent. Ouais, et pas des moindres. Bon, maintenant, on va passer à un sujet Moins extrêmement drôle. triste, mais prévisible. Selon un groupe de surveillance des droits de l'homme, des centaines de chrétiens, dont des orthodoxes grecs et des alaouites, ont été tués par les affrontements qui ont éclaté jeudi dans les régions de Latakié et de Tartous sur la côte méditerranéenne de la Syrie. Le réseau syrien pour les droits de l'homme a déclaré vendredi que plus de 225 personnes avaient été tuées depuis jeudi. Les militants sur le terrain, tels que la Coast Youth Forum, estiment que le nombre de morts pourrait s'élever à 1800 en juste 2 jours, principalement des alaouites, mais aussi des chrétiens évidemment. En effet, le nouveau régime syrien, dirigé par le soi-disant président de transition Hama al-Shara, massacre la minorité alaouite ainsi que les chrétiens sous prétexte d'éliminer les vestiges de l'ancienne dictature d'Assad. Dans sa première déclaration depuis le début des violences, Ahmed al-Shara a déclaré que la Syrie poursuivait les vestiges du régime déchu d'Assad et les traduirait en justice, rapporte Reuters. Pour terminer, les derniers massacres marquent cependant une forte escalade avec des vidéos effrayantes montrant l'exécution de civils, de femmes, d'enfants et de personnes âgées. Il y en a beaucoup qui tournent sur X d'ailleurs, c'est effroyable. Franchement, mec, je vais te dire, là, quand on a parlé, parce que là, pour le coup, je te jure, j'étais vraiment, mais j'avais envie de péter un câble chez moi, parce que quand on a parlé de ce sujet, vous allez voir, je sais pas, il y a combien, 3-4 épisodes de Radio Diction en arrière, ok? On a parlé de la chute de Bachar Assad. J'ai dit, mot pour mot,
que c'était inquiétant pour les chrétiens sur place, qu'on savait ce qui se passait quand on déstabilisait un régime en place comme ça, que derrière on donnait le pouvoir notamment à des djihadistes et les gens ont dit mais non machin. Et je disais c'est sûr que dans cela il y a des djihadistes, il y a des réseaux qui sont proches, on avait parlé de certains réseaux proches d'Al-Qaïda, etc., qui vont arriver au pouvoir, qui vont être libres en tout cas d'agir, etc. Les gars, on s'est fait, mais j'espère que les gens là qui étaient dans les commentaires et dans le chat la dernière fois, qui sont venus dans mes DM là, toutes ces merdes, j'espère que vous regardez l'épisode là. Ils sont tous venus me dire quoi? Mais tu connais rien, vous connaissez rien à la Syrie. Allez voir les commentaires, vous allez voir. Les mecs qui parlent de la Syrie, faudrait mieux se taire quand vous parlez de sujets que vous connaissez pas. Bachar Assad, c'était un méchant dictateur, blablabla. Là, les mecs qui sont là, jamais de la vie. Et moi, j'étais là, ah bon, je comprends pas, parce que la communauté chrétienne, ils avaient dit qu'ils étaient un peu inquiets, qu'ils regardaient. Non, pas du tout, rien du tout. Tout ce qu'on disait, c'était des conneries. Il n'y avait aucun risque pour les chrétiens. Mais ils sont venus. Je vais retrouver les conversations Insta. Je vais les afficher, ces fils de pute. Je vais afficher leur nom à tous ces mecs qui sont venus nous expliquer qu'on n'y connaissait rien, qu'il n'y avait aucun risque, etc., qu'il fallait pas qu'on parle de sujets qu'on connaît pas. Voilà. Il se passe quoi maintenant? Oh, quelle surprise! Quelle surprise! Oh, il tue des milliers de personnes dans la rue. Oh là là! Putain, mais je vois pas comment on aurait pu prédire ça. Bah alors, les experts, là, les experts Damas, ils sont où, là? Je comprends pas. On avait les experts Miami, etc. On avait les experts Damas, là, je comprends pas. Ils sont où? Vous êtes où, les gars? Tous les musulmans, etc. Tous les casse-couilles, les anti-Assad. L'autre connard qui m'a dit qu'il vivait je sais plus où, on s'est réfugié, que ce Bachar Assad, il m'a soutenu que je disais raconter n'importe quoi, qu'il n'y avait aucun risque pour les chrétiens. Bah alors, j'espère que t'es là, mec. J'espère que tu vois ça. Et que reviens en DM. Viens m'expliquer alors qu'est-ce qui se passe. C'est un complot? Comment ça se passe? C'est la faute des juifs? C'est la faute des reptiliens? Il y a des extraterrestres qui sont venus et qui ont tué les chrétiens à la place? Qu'est-ce qui se passe alors? Je comprends pas. Parce que, mais vraiment. Je vous invite à aller voir les commentaires, les gars. Je vous invite à aller voir les commentaires. Souvent, c'est des. Par Baptiste. Mais mec, je sais pas si toi, tu fais partie de ceux qui ont cassé les couilles la dernière fois qu'on racontait de la merde. Mais vraiment, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Quelle surprise. Ouais, je pense, ouais. Donc, les Alaouites, pour les gens qui ne comprennent pas, les Alaouites, c'est une branche schismatique de l'islam. C'est des musulmans chiites. Je ne suis pas du tout un expert là-dedans. Je ne peux pas vous expliquer. C'est des musulmans modérés. On peut dire ça. Non, après, je sais pas. En tout cas, c'est une branche schismatique, c'est un truc chiite. En tout cas, ils ont des divergences religieuses avec d'autres groupes musulmans. Donc, ils se battent entre eux. Donc, l'autre les considère comme, soi-disant, comme c'était ce dont faisait partie Bachar al-Assad. Alors, donc, il les considère comme des traîtres. Donc, ils tuent et les soldats et les civils, parce que c'est les civils extrêmement. Et les chrétiens dans l'eau, bah, ça, c'est juste parce que on a le droit à la même bande d'attardés que d'habitude, djihadistes que d'habitude, et qui profitent du truc, c'est tout. Qui profitent du bordel, qui profitent du débat pour juste exploser des chrétiens dans la rue. Et c'était prévisible, c'est toujours comme ça. Moi, j'en ai rien à foutre que Bachar Assad soit un dictateur ou Saddam Hussein, etc. Vous voyez ce qui se passe à chaque putain de fois. À chaque fois. Et au prochain, que ce soit en Iran ou je sais pas où, il y a les mêmes fils de pute qui vont venir dans mes DM, qui vont venir sur le live pour dire vous parlez de sujets que vous connaissez pas, gna gna gna, c'est n'importe quoi. Et là, je sais pas ce qui va se passer. Ils vont nous expliquer que c'est un complot sûrement, que c'est pas vrai, que c'est des images trafiquées parce que la CIA ou je sais pas qui veut faire croire ça. Mais arrêtez, putain, ouvrez vos putains d'yeux. C'est un complot d'Israël. Bien sûr, puis, c'est un complot d'Israël. Putain, Kadhafi, voilà, j'ai oublié, tiens, Kadhafi, ils nous font la même chose en Libye, ils nous font la même chose en Irak. Mais non, c'est des méchants dictateurs, là, c'est pas pareil, là, c'est la liberté pour le peuple syrien. Bah oui, il y a 2000 cadavres dans la rue, là, les mecs qui se font abattre, bah c'est la liberté, c'est génial, c'est magnifique. C'est magnifique. J'écoutais un podcast d'un mec qui fait des vlogs de voyage, pas du tout politisé, un espagnol très connu en Espagne. Et il disait que quand il va dans certains pays, il a du mal à voir la frontière entre l'homme et l'animal. Et là, on est vraiment face à des animaux qui tuent des enfants, des femmes, des pères de famille. Et c'est pas Jean-Michel, le contrôleur à la SNCF, qui n'a pas été à l'église depuis 30 ans. C'est des personnes, des enfants, des femmes, des pères de famille qui refusent de nier leur foi envers le Christ et qui se font tuer parce qu'ils refusent de nier leur foi. Et le pire dans tout ça, mec, c'est qu'il y a un mois, la commissaire européenne Hadja Lahib, une Belge née de parents musulmans algériens, a approuvé un don de 235 millions d'argent du contribuable européen en aide humanitaire au nouveau régime syrien. Comme nous l'indique le site officiel de la Commission européenne, lors de sa rencontre avec les nouveaux dirigeants syriens pour officialiser cette aide financière, elle a plaidé en faveur du plein respect du droit humanitaire international et du libre accès à des partenaires humanitaires à l'ensemble des territoires syriens. C'est des aides qui ne sont jamais contrôlées. Il n'y a aucune garantie que ces aides ne vont pas dans les mains des djihadistes. C'est la même chose à chaque fois. C'est la même chose
Comme quand on aide en Palestine, etc. T'essayes d'aider, t'essayes d'envoyer. Je peux comprendre la population palestinienne qui a besoin d'aide, etc. Je suis tout à fait d'accord. Enfin, même si je suis pas d'accord pour envoyer l'argent public, mais je veux dire, je comprends le principe d'envoyer. Mais t'as aucun contrôle, tu sais pas. En fait, ça va dans les mains du Hamas, t'en sais rien. À chaque fois, ils sont incapables de dire où va l'argent. Bah oui. Incapables. Donc on le sait bien. Qui récupère l'argent? Vous croyez que les mecs qui assassinent les gens dans la rue là, qui butent des mecs dans la rue parce qu'ils sont pas d'accord avec eux, vous croyez que ces mecs-là, quand ils reçoivent l'aide, ils disent non non bah oui, c'est pour la population, laissons la population. Bah oui, ils ont trop de, tu sais, ils ont trop de valeur, Non, mais etc. mec, Bien la sûr, réalité, c'est ils vont pas. qu'empiriquement, avec tout ce qui se passe, c'est extrêmement probable que ça a permis d'acheter des munitions qui tuent des chrétiens. Mais bien sûr, ça sert à acheter des armes, ça sert à faire vivre les fils de pute. C'est obligatoire, on n'a aucun contrôle là-dessus quoi. Mais vraiment, je te jure, quand j'ai vu ça ce matin, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je me rappelle de me prendre la tête dans mes DM avec les mecs qui se foutaient de ma gueule. Hein. Ah, là, ça rigolait vraiment, tu vois. Ouais, non, mais vous connaissez rien. Ben, on connaît rien. Bizarrement, on connaît rien du tout, mais on est tombé juste, putain. Dis donc, quelle surprise. Hein. Vraiment, ça me Putain. coupe les jambes. Et ça s'arrête pas à l'Union européenne qui vous extorque pour financer des régimes djihadistes. Hein. Pour rappel, Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, a rencontré le nouveau dirigeant syrien en présence de son homologue allemande. La France était ainsi de retour à Damas après 13 ans d'absence afin d'y discuter la réouverture de l'ambassade française ainsi que le rétablissement des relations diplomatiques. Et c'est pas tout, le nouveau dirigeant syrien a aussi reçu le mois dernier un appel téléphonique d'Emmanuel Macron, tel qu'annoncé par l'Élysée. Le président français l'a félicité et l'a invité en France. Voilà. Magnifique. Quel enfer, bordel. Magnifique. Ah putain. Et il faut savoir, ça c'est des données importantes les gars parce que il y a que les statistiques c'est important dans ce genre de sujet aussi. Il faut savoir qu'en 2011 il y avait environ 2 millions de chrétiens en Syrie. Aujourd'hui ils sont moins de 300 000 et des massacres de ce type se passent constamment dans différents pays musulmans. Par exemple en ce moment même il y a des milices islamiques qui procèdent au génocide de chrétiens au Congo. Il y a aussi des images assez insoutenables diffusées sur internet. Terrible. Et puis on le sait que les chrétiens, c'est les plus persécutés du monde, mais le problème, c'est que ça s'intensifie. Il y a, comme nous l'indique le directeur de l'organisation Portes Ouvertes, on observe en 2024 une explosion de la persécution, tant sur le nombre de pays concernés que sur l'intensité. C'est un phénomène global qui touche 78 pays du monde. Presque la moitié des pays du monde, les gars. Son rapport publié ce mercredi 15 janvier confirme évidemment que les chrétiens sont toujours les plus persécutés dans le monde, avec 380 millions de persécutés en raison de leur foi dans le Christ en 2024. On le sait ça, mais il faut le rappeler, et puis il faut insister sur le fait que ça s'intensifie. Voilà. Et tout ce que vous voyez sur Internet, c'est des commentaires Palestine. Il n'y a que la Palestine. Palestine, Palestine, Palestine. Voilà. Donc quand les mecs vous vous casseront les couilles à mettre des commentaires et la Palestine, vous leur direz le Congo. Bon là, ils sauront pas de quoi vous parler, hein, parce que déjà faut, ils savent pas situer la Palestine sur une carte. Donc là, le Congo, bon. Et en plus, voilà. c'est littéralement des massacres. Hein. Ils butent des femmes. Ah oui, des enfants, là, il se pas. Pourtant, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en Palestine. Oui, il n'y a pas de guerre ou je sais pas quoi. Là, c'est d'un seul côté. Ouais. Aucune comparaison. Et pendant que le nombre de chrétiens s'effondre dans tous les pays à majorité musulmane, dans les pays chrétiens, le nombre de musulmans lui augmente considérablement. Par exemple, entre 2001 et 2016, la population musulmane en Europe, Union européenne, Norvège et Suisse, est passée de 13,5 millions à 25,8 millions, soit une augmentation de 91% en 15 ans. Selon les données du Pew Research Center, ce chiffre reflète une croissance réelle, principalement due à l'immigration et à un taux de natalité plus élevé dans les communautés musulmanes. Donc on est vraiment les dindons de la farce, quoi. C'est un enfer. Moi, je pense, mec, que l'islam, c'est intrinsèquement une religion de conquête. Attends. Qu'est-ce que... Ah, ok. J'allais dire, il va dire une dinguerie, là. J'allais dire, attention à tout le monde, là. Clipper, c'est le moment. Non. Oui, je suis d'accord avec toi. Et en fait, que ce soit de manière consciente ou non, il y a un réel processus de conquête des pays non musulmans via l'immigration massive. Dans leur pays, ils massacrent les chrétiens et les autres minorités. Dans nos pays, ils utilisent l'immigration pour de manière consciente ou inconsciente venir la politique, conquérir, et la politique. Et je sais pas si tu te souviens, mec, hein, mais depuis décembre dernier, il y a plein de musulmans à travers l'Europe qui célèbrent dans la rue la prise de pouvoir du nouveau régime syrien. Je veux dire, c'est qu'ils sont contents, les mecs. Évidemment, bah oui, mais je te dis, mais les premiers, mais même dans les mecs qui nous suivaient, les mecs qui nous expliquaient que c'était n'importe quoi ce qu'on disait, je t'assure. Bref, peu importe. Voilà. Aïe. Passons à la suite. Ouais. On voulait aussi vous donner des nouvelles sur un ton plus positif, parce que c'est vrai qu'en Amérique, les choses vont beaucoup mieux qu'en Europe, au Moyen-Orient ou en Afrique. Avec des nouvelles des USA, avec Trump et Musk qui tapent dans la fourmilière étatique. Entre 2021 et 2024, c'est une stat que j'ai trouvée très intéressante, le secteur public
représentait 31% de la croissance de l'emploi aux États-Unis et le secteur privé 69% de la croissance de l'emploi. Mais un rapport d'emploi de février 2025 montre que depuis que Trump est en fonction, le secteur public ne représente plus que 7% de la croissance de l'emploi aux États-Unis, alors que le secteur privé représente lui maintenant 93% de cette croissance de l'emploi. Je trouve que c'est très très bon signe. Je ne sais pas ce que tu en penses. En fait, c'est parce qu'il y a une réduction des emplois publics, tout simplement. Ouais. C'est pas spécialement que le secteur privé se développe. Ça va arriver certainement parce que avec ce qui est en train de se faire, ça nous facilite quand même beaucoup la chose ici au niveau du business. Mais c'est juste qu'évidemment, on arrête d'embaucher dans les services publics, on licencie, etc. Donc on va faire déjà des économies en termes de salaire. Et puis surtout, je veux dire, c'est là que tu te rends compte que ça sert à rien. Parce que nous, typiquement, on vit ici, on voit aucune différence. Tu vois ? Ah bah oui. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont licencié les 2/3 du secteur public et aucune différence pour nous. Voilà. Magnifique. Donc ça devait être des gens qui devaient être vraiment, absolument indispensables parce qu'il n'y a vraiment aucune différence. Tu vois. Bordel. En tout cas, les statistiques montrent que c'est pas juste des effets d'annonce, mais c'est réel. Il y a vraiment un shift qui est en train de se passer. Ouais. Et c'est comme quand il y a le Congrès qui n'arrive pas à se mettre d'accord sur le budget du fédéral et que toutes les activités du fédéral sont gelées pendant plusieurs jours, plusieurs semaines et qu'on voit absolument pas la différence aux États-Unis dans la vie quotidienne. Ouais. C'est ça. Aïe, aïe, aïe. Et une autre info assez intéressante, c'est que l'administration du président Trump a fait état vendredi 7 mars de la suppression immédiate des 400 millions de dollars de subventions fédérales à l'université privée new-yorkaise Columbia, épicentre des manifestations pro-palestiniennes au printemps 2024, qu'elle accuse d'inaction face à des actes antisémites. Selon le site internet de Columbia, ses revenus s'élevaient en 2024 à 6,6 milliards de dollars, dont 1,3 milliard d'aides gouvernementales, donc une majorité de privés quand même. Ces suppressions représentent la première série d'actions et d'autres devraient suivre, ont écrit 4 agences et ministères fédéraux, dont ceux de la justice et de l'éducation, dans un communiqué qui dénonce l'inaction face au harcèlement persistant des étudiants juifs. Est-ce que ça t'inspire quelque chose, ça ? Imagine-nous avec les facs françaises qui sont des nids à gauchistes. Non mais gros, moi ce serait que de moi. Ce serait que de moi. Ces facs-là, Sciences Po, toutes les facs de merde, là, qui sont remplies de gauchistes, c'est pas qu'on arrêterait de les subventionner, c'est qu'on les raserait. On les raserait, tout simplement. On mettrait autre chose à la place, tu vois. Un centre commercial. Avec les étudiants à l'intérieur ou pas ? Non, je t'ai cadré. Évidemment, on leur laisse 5 minutes pour faire leur bagage. Mais après, on rase, tout simplement. On privatise tout ça. Ouais, sinon, on privatise. Privées. Mais il n'y a pas besoin de privatiser ça. Tu rases et après, il y a bien des écoles privées qui vont se créer pour la demande, tu vois. Ouais, mais mec, dans l'absolu, les mecs travailleront vraiment, quoi. Mais dans l'absolu, on veut préserver certains des bâtiments et on veut se servir de la vente pour rembourser. C'est trop tard, c'est infecté. Il y a trop de gauchisme. En fait, le gauchisme, c'est un côté radioactif. Il y a eu trop de gauchisme dans ces bâtiments. Tu sais, c'est un peu comme dans Warhammer, c'est la Malpierre, le chaos. Tu sais, si ça a été trop longtemps, tu vois, c'est hanté, quoi. Il y a le fantôme du gauchisme de 68 qui est dans les murs. Là, tant pis. Je sais que c'est des beaux bâtiments, hein, mais tant pis. Faut raser. Comme ça, on est sûr que le virus marxiste part avec. Exactement. Il n'y a plus le choix. Extermine à tous, comme dans Warhammer. On rase bien. Et après, comme ça, tu as fait un beau plan dégagé. Déjà ça libère. Après, tu visualises mieux. Quand c'est propre comme ça, qu'il n'y a plus rien. Après, tu sais, c'est comme chez toi. On peut passer à autre chose. Mentalement, t'enlèves des meubles, t'enlèves tout ça. Et après, il paraît que ça libère l'esprit. Ben là, c'est pareil, tu vois. Tu rases toutes les facs. Et après, ok, là, je me sens un peu plus libéré. Qu'est-ce qu'on fait, on réfléchira après. On détruit toute trace de marxisme et de socialisme. À la Javel avec les combis des Chinois pendant le Covid. Exactement. Après, tu passes avec les mecs en costume pour vraiment tuer le dernier germe de gauchisme qui doivent être un petit peu, tu vois, par-ci par-là. Et derrière, c'est bon. Excellente idée, je valide. Tu m'as convaincu. Bien sûr. Mais moi, je comprends pas pourquoi je suis pas au gouvernement. Bordel. Les solutions sont aussi simples. Ah ouais. Ah, mais ça fait plaisir parce que quand tu voyais tous ces enculés là sur les campus américains, notamment beaucoup d'étudiants étrangers avec des visas qui branlent rien, qui passent leur temps à manifester avec des écharpes palestiniennes là, ça fait plaisir de se dire qu'il y a plein d'étudiants comme ça qui ont eu leur visa se faire révoquer et que c'est putain d'université. Et en fait, tu vois, c'est quand même il y a que 1 milliard sur 6 milliards de financement d'État.
Donc ça reste quand même très privé, une université américaine. Mais Oui, ça fait oui. quand même plaisir de voir qu'ils leur sucrent 400-500 millions comme ça. Ouais. Ouais. Et puis, je veux te dire, en plus de ça, pour les étudiants étrangers, c'est incroyable quand même. Parce que moi, je suis un peu dans leur cas, mais eux, ils ont un visa étudiant. Mais je veux dire, tu es sous visa. Tu fais la démarche, on vient pas te chercher. Il n'y a pas le gouvernement américain qui vient te voir et qui dit ça vous dit de venir étudier chez nous. Donc c'est toi, tu te casses les culs. Tu as envie d'aller là-bas. Donc c'est que tu as un truc c'est que tu aimes bien, tu vois. Un moment, t'arrives et après tu te plains. Ouais, c'est pourri, faut tout changer. Mais nique ta mère, rentre chez toi alors. Non, mais ouais, ils Y a pas crachent sur d'école les dans ton pays États-Unis. de merde. Non, mais Ils c'est ça, crachent c'est sur les incroyable. États-Unis. Non, mais c'est insupportable. Donc ça dégage, voilà, ça dégage. Nickel. Et pour fermer le chapitre politique USA, je te propose un rapide top 10 des révélations les plus impactantes qu'Elon Musk a fait cette semaine lors de son passage chez Joe Rogan, le podcast le plus écouté au monde. Donc c'est quand même un événement. Je sais que toi tu l'as pas écouté, donc tu vas pouvoir réagir Moi, j'ai pas en écouté. live. C'est parfait. Il a commencé par donner des exemples de cas les plus hardcore de corruption sur lesquels ils sont tombés depuis leur arrivée à la Maison Blanche. Par exemple, 1,9 milliard de dollars ont été envoyés à une ONG créée il y a moins d'un an et n'ayant pratiquement aucune activité préalable. Donc il a balancé plein d'exemples comme ça de fous. C'est du lavage d'argent, hein, c'est de la corruption évidemment. Mais nous, on devrait demander des trucs, on devrait essayer, tu sais, des fois. Vous pouvez pas nous envoyer un milliard d'œufs comme ça? Si, on fait plein de trucs et tout, on sauve des gens et tout. Ok, ah bon. Tu sais combien, Non, il faut Blast connaître des mecs et tout. Ah bah oui, faut être dans les petits papiers de la mafia, faut être en affranchi. Oui. Tu sais combien c'est sûr qu'il faut Blast sucer un mec à un moment et ça, on n'y arrivera pas. Même pour un milliard neuf, même pour un milliard neuf, je me sens pas capable. Ah oui, même pour récupérer les étalentas d'Orient, on fera pas ça. Mais non, sucer un mec et tout. Et je suis sûr, quasiment sûr que dans la démarche, à un moment, il faut sucer une bite. Et ça, c'est le seul truc vraiment qui ferait que je pourrais pas aller jusqu'au bout. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gauchistes qui arrivent. Et d'ailleurs, oui, tu sais combien de... Ah bah, de toute façon... Au contraire, ça leur fait plaisir, je crois. Tu sais combien Blast a reçu de subventions, ne serait-ce qu'en une année en 2023, en parlant de ça? Blast, si jamais vous connaissez pas, c'est normal, hein, c'est parce que personne connaît. Non, mais c'est vrai. Blast, c'est un média d'extrême gauche. Je sais même pas s'ils sont que sur YouTube ou ils sont sur autre chose. Ils doivent être sur YouTube et ils doivent avoir un blog aussi. Alors, ou un site internet. Nous on connaît, on a découvert parce qu'ils font des reportages sur nous. Donc du coup, on a découvert comme ça. Avant, évidemment, on savait pas ce que c'était, tu vois. C'est Usul, pour ceux qui connaissent pas. Ça appartient à Usul? En fait, c'est un des journalistes phares de Blast. Il fait beaucoup d'interventions. Bah voilà, c'est pour vous dire. Chez Blast. Donc, au niveau. Et donc, vas-y, combien ils ont pris eux? Combien on a payé pour eux? 623 000 € pour une année. Tranquille. Plus d'un demi-million d'euros en subvention, mec. Et même eux, ils admettent. Juste ce qu'il faut. 620 000 €. Regarde, c'est quoi? C'est le prix de 3 épisodes de Radio Dixie. Putain. 623 000 €, nous on fait Radio Dixie jusqu'en 2722 là. Bah oui. On finance Radio Dixie sur. Mais pour vous donner une idée, Radio Dixie, ça génère moins de 12 000 € par an. Ouais. Voilà. En revenus publicitaires. Quel enfer. Et il y a des paiements du Trésor d'une valeur de près de 5 000 milliards de dollars. Donc ça, c'est une autre information dévoilée par Elon Musk. Des paiements du Trésor d'une valeur de près de 5 000 milliards de dollars par an qui n'avaient aucun code de catégorisation ni description. Il s'agissait essentiellement de chèques vierges et intraçables. 5 000 milliards de dollars. Incroyable. Putain. Une troisième information, on va les enchaîner. Ils ont trouvé 20 millions de personnes décédées, marquées comme vivantes dans les bases de données de la sécurité sociale. Même s'ils ne recevaient pas pour tous directement des paiements, leur statut vivant permettait des fraudes par le biais de demandes d'invalidité, de chômage et de faux paiements médicaux. Il s'agit potentiellement de la plus grande fraude de l'histoire de l'humanité selon Musk. Les montants seraient tellement exorbitants que ce serait le plus gros scam de l'histoire de l'humanité. Mais attends, comment s'appelle le livre de Charles Prats là sur la sécurité? Tu te rappelles? Tu vois de quoi je parle ou pas? Parce qu'en fait, il y a un magistrat en France qui s'appelle Charles Prats qui a fait une étude là-dessus sur la sécurité sociale en France. Il a fait un livre qui s'appelle je sais plus, fraude de quelque chose ou le cartel des fraudes, les révélations d'un magistrat français. Voilà. Vous lisez le cartel des fraudes. Il explique qu'il y a 70 millions de Français, mais il y a presque 90 millions de cartes vitales en circulation. Qu'il y a 60%, écoute bien, des gens qui touchent des retraites qui sont nés à l'étranger. Donc tu te dis, attends, c'est impossible, tu vois. Enfin, des chiffres de fou. Des chiffres de fou. Ils font des tests de ouf. Ils font des tests de ouf avec des faux, des vrais.
tu sais, des faux trucs de remboursement de sécurité sociale, des vrais, etc. Ils les font tester par l'administration, etc. Ils arrivent à Ça détecter passe. aucun défaut, il y a tout qui passe. Enfin voilà, le mec a fait un livre où il explique qu'il y a, je crois que c'est 50 milliards à la fin du livre. Il dit qu'en gros, il y a 50 milliards. Ça fait longtemps que j'ai lu le livre, donc à voir. Mais il explique en gros, je crois que c'est une fraude de l'équivalent de 50 milliards d'euros de fraude à la sécurité sociale, en gros. Et il fait toutes ces études avec les chiffres du ministère de l'Intérieur, les chiffres de l'administration française et tout, que avec des chiffres officiels, tu vois. Donc 30 milliards fou. de fraude à la Sécu à récupérer, c'est ce qu'il dit. À 30 milliards, voilà. C'est quand même 30 énorme. milliards. Non, ouais. Non, mais vous voyez, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Non. Et il dirait que ça pourrait aller jusqu'à 50 milliards d'euros pour les estimations les plus larges. T'as raison. Voilà, c'est ça. C'est ce que je me souviens du chiffre de 50 milliards. Donc vraiment, donc quand Musk dit oui, c'est la plus grosse fraude et tout, pas du tout. Pas du tout. Ça ne l'est pas. En France, c'est pire, c'est bien pire. Tu vois ce que je veux dire ? Je sais pas, là c'est quand même en proportion, c'est certainement pire en France, mais en valeur absolue. Ah oui, en valeur absolue, c'est plus, mais ils ont 330 millions ils ont 330 millions de personnes avec le double de capital par rapport aux Français. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, c'est vrai. Donc imagine en France, quoi. Imagine en France, on arrive à faire 50 milliards. On arrive à faire 50 milliards avec 70 millions de personnes. En fait, les gars, juste un truc à la sécu. Vous allez payer parmi des milliers d'autres taxes à la con, une taxe sur les emballages de baguettes pour pouvoir financer la retraite d'Algériens qui se branlent sur le régime syrien islamique. C'est ce que Claire dit dans le chat là. Il explique qu'il y a un nombre de centenaires en Algérie, etc. Et oui, je sais pas, ils ont publié ça. Musk a publié ça. Tu te rappelles justement donc, quand il a fait les trucs de la sécurité sociale, il a montré le nombre de centenaires, de mecs de 150 ans, il y a un mec de 200 ans qui touchent les trucs de sécu, etc. Il a montré ça. On a exactement la même chose. Le mec, il explique qu'il y a plusieurs milliers de centenaires en France, etc., qui touchent la retraite et tout. C'est ce que Charles Prats montre dans son livre. Mais c'est fou. Et ce qui est fou, il y a des mecs qui sont plus vieux que les États-Unis d'Amérique qui sont dans le système américain. Oui, c'est vrai. Mais je vais te dire un truc qui est fou. C'est que d'ailleurs, c'est une autre prévision que j'avais faite la dernière fois. Vous vous rappelez, la dernière fois, je vous ai dit, quand on parlait des audits financiers, justement, quand on parlait de Dodge et de ce qu'aux États-Unis ils étaient en train de faire, etc., on avait dit il faudrait faire la même chose en France. Et j'ai dit, je pense pas qu'en France ce soit caché. Tu te rappelles ? Oui. Je vous ai dit, je pense pas qu'en France il y ait besoin d'aller fouiller autant, parce que je pense que comme personne ne contrôle et que les gens sont habitués à ce que personne ne contrôle, à mon avis, c'est des choses qui sont facilement trouvables. C'est pas aussi caché qu'aux États-Unis. J'ai mis dedans, il y a carrément un site. Il y a carrément un site gouvernemental où il y a tout. Donc, tout le monde s'en bat les couilles. C'est aussi simple que ça. Et tout le monde s'en bat les couilles. Il y a un site gouvernemental sur l'aide au développement où tu vois justement toutes les subventions qui ont été envoyées à tout. Et donc, tu as tous les trucs complètement débiles, des trucs de machin écologique en Chine, etc. Bref, enfin, c'est de la folie. Mais tout ça pour vous dire que là, il y a même pas, en France, tu n'as même pas besoin de faire un service d'enquête, d'inspection, d'audit interne, etc. C'est carrément public, tu vois. Mais les Français sont tellement lobotomisés qu'ils en ont rien à foutre. Mais c'est surtout qu'il n'y a pas de contrôle en France. En fait, en France, le problème, c'est même pas que d'être lobotomisé, c'est que tu n'as aucun pouvoir d'action. C'est qu'en fait, l'État peut clairement te regarder dans les yeux et te dire « Oui, on t'a volé, tu vas faire quoi ?» En France, c'est ça. Tu vois. Et donc là, pour l'étude de Charles Prats, par exemple, sur la sécurité sociale, il n'utilise que des chiffres publics. Et toi, c'est le genre de choses pour lequel tu as quitté la France parce que tu allais péter un plomb. Tu allais faire quelque chose d'horrible. Mais tu vois, là, Charles Prats, il n'utilise que des chiffres déjà connus de l'administration. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que lui, il arrive et il dit, ils savent tout ça. Puisqu'ils utilisent leurs propres chiffres, leurs propres comptes, leurs propres trucs. Il utilise des rapports qui ont été faits au ministère de la Santé, des choses comme ça. Donc, en fait, c'est juste que il n'y a rien. Il n'y a rien derrière. Comme quand on en avait parlé de la Cour des comptes qui trouve des déficits, etc. Il y a des trous dans les comptes. Ils trouvent les trous dans les comptes. Ils disent, voilà, il y a un trou. Et derrière, il n'y a rien qui s'enclenche. Il n'y a rien. Ça ne dit rien du tout. C'est comme si tu gueulais dans le vent. Il n'y a personne qui est viré. Il n'y a personne qui... Non, puisque tout dépend de l'État. Donc, il ne peut rien avoir d'extérieur qui intervient. Ouais. Je veux dire, c'est comme c'est l'État. C'est comme si la mafia se virait elle-même parce qu'elle faisait de la corruption. Exactement. La mafia, ils disent oui, on le sait. Bah oui, on sait qu'on est la mafia. Et alors ? On est là pour ça, bordel. D'ailleurs, Elon Musk estime numéro 4 sur 10,
Elon Musk estime que les dirigeants démocrates utilisent l'immigration comme stratégie de recrutement des électeurs. Dans les États clés où les élections se décident par environ 20 000 voix, l'ajout de 200 000 immigrants votant démocrates pourrait modifier le paysage politique. Ils étaient en train de réussir leur stratégie, et si Trump n'avait pas gagné cette année, les démocrates auraient ainsi bloqué le pouvoir à très long terme, selon lui, grâce à cette stratégie-là. Comme on fait en France. Ça, c'est fait en France. Comme on fait en France. Socialiste. En France, on fait quoi? On fait venir énormément de personnes. Donc, en France, ils font deux choses. Ils font venir énormément de personnes. Ils trouvent de la main-d'œuvre de merde, etc. pour certains secteurs que ça arrange, qui eux, derrière, vont financer leur campagne, les aider, etc. Ensuite, avec l'argent public, ils leur offrent à ces mecs-là tout ce qu'ils veulent, avec juste la promesse, entre guillemets, de vous voter pour moi. Et les mecs, ils ont bien compris qu'il fallait voter pour eux. Ils n'ont rien à faire à part se lever une fois de temps en temps pour aller mettre un bulletin dans l'urne, et encore, on les emmène ou machin et tout. Et derrière, on leur offre des mosquées, on leur offre des HLM, etc. Donc c'est ce qu'ils font en France. Sauf qu'en France, on a dépassé le moment. On a dépassé le moment où voilà, c'est ce que Trump dit, ce que Musk dit, ouais, à partir de l'année prochaine, ce sera. Non, en France, ça fait 20 ans que c'est trop tard. Donc, Musk, il disait vraiment, et ça fait froid dans le dos, il disait que si Trump ne gagnait pas, c'était un point de non-retour et que les démocrates allaient vraiment bloquer toutes les futures élections grâce à cette stratégie. C'est un point de non-retour qu'on a passé, tu vois. Ouais. Mais aux États-Unis, justement, ils ont réussi à éviter ça. On l'espère en tout cas. Et le point numéro 5, c'est que l'agence gouvernementale FEMA, créée pour aider les Américains lors de catastrophes, financer des hôtels de luxe pour les immigrés illégaux à New York, tout ça, ça fait évidemment partie de cette stratégie pour importer des futurs électeurs démocrates. Mais tu sais, on te taxe pour aider les Américains qui voient leur maison s'envoler à cause de tornades en Floride. Ils prennent cet argent pour importer des immigrés et des électeurs démocrates. Quel enfer. Le point numéro 6, c'est que Musk dit que s'il n'avait pas acheté Twitter, qu'il a renommé X, Trump n'aurait jamais été autorisé à revenir sur X, c'est une évidence. Ah bah non, c'est évident. Alex Jones serait banni et le compte de Musk lui-même aurait probablement aussi été suspendu. Les élections de 2024 auraient pu ainsi voir un résultat totalement différent. Est-ce que toi, tu mais penses même sur la libération des autres réseaux, puisqu'on l'a vu avec Zuckerberg, etc. Tu vois, si Zuckerberg il se permet aujourd'hui de dire bon voilà tout ce qui s'est passé, de faire son mea culpa, etc. C'est parce que le vent a tourné. Tu vois, si c'était avait continué à souffler dans la même direction, il aurait continué à prendre des pressions du gouvernement et à rien dire, et il aurait continué à censurer à tout va. Exactement. Est-ce que toi, tu penses vraiment qu'Elon Musk, il a pesé considérablement dans la balance et que sans lui, ça aurait été compliqué? Je pense qu'il a pesé dans le sens où déjà, il a une grosse cote de popularité. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, le fait d'avoir libéré la parole, oui, c'est forcément, tu as plus d'impact. Après, moi, je connais personne qui a voté pour Trump pour Elon Musk. Tu vois ce que je veux dire? Ok. En fait, Elon Musk, il est assez... le boulot qu'il fait, c'est le boulot qu'on voulait que l'administration fasse, etc. Mais tu vois ce que je veux dire? Je sais pas s'il... c'est pas inhérent à lui, tu vois. Ça aurait été lui ou quelqu'un d'autre qui fasse ce boulot vraiment, c'était ça qui était important, quoi. Après, les gens adorent Trump, mais ils n'adorent pas Musk particulièrement. C'est ça que tu veux nous dire? Non, oui, voilà, je veux dire, parce qu'il est particulier aussi, Elon Musk. Tu sais, il a une personnalité très bizarre, vu qu'il a un peu des problèmes comportementaux et tout, tu sais, il a du mal à sociabiliser. C'est difficile tu vois, d'en faire un personnage hyper attachant, quoi, tu vois. Après, il a pesé dans la balance, c'est sûr, parce que, comme tu dis, en fait, par Twitter, par ce genre de choses, il a quand même libéré énormément la parole sur Internet, et ça, c'est très important, tu vois. Magnifique. Et en ce qui concerne les dossiers Epstein, mec, vous savez, ça, c'est les dossiers de ces îles privées dans lesquelles il y avait l'exploitation sexuelle, notamment de mineurs, où il y avait beaucoup de stars américaines et de politiciens américains qui sont soupçonnés de s'y être rendus. En ce qui concerne donc ces dossiers Epstein, Musk n'a pas hésité à s'exprimer. Le manque de transparence autour de la liste des clients d'Epstein soulève de sérieuses questions. Si Ghislaine Maxwell est en prison pour trafic sexuel, pour qui exactement faisait-elle du trafic? Mais il dit que des intérêts trop puissants empêchent la divulgation. En fait, il va jusqu'à dire que, ça c'est le point numéro 8 que je voulais vous apporter, que la structure des gouvernements rend le changement extrêmement difficile. Musk a comparé cela au fait de devenir capitaine d'un navire dont l'équipage tout entier était auparavant votre ennemi. Ceci explique la lenteur de la transparence promise. Même les personnes nommées à un poste de haut rang comme Kash Patel, donc directeur du FBI, se heurtent à la résistance institutionnelle lorsqu'elles tentent de divulguer des informations classifiées. C'est toujours comme ça. C'est la façon dont c'est fait aux États-Unis. C'est très bien comme c'est. En fait, c'est une bonne chose comme c'est une mauvaise chose. C'est qu'il y a beaucoup de contre-pouvoirs.
Donc la bonne chose, normalement, c'est fait pour éviter une tyrannie, c'est-à-dire c'est fait pour éviter qu'il y ait un pouvoir centralisé qui puisse se passer la vie de tout le monde et faire son boulot. Le truc, c'est qu'ils ont détourné ça pour finalement faire que il y a un espèce d'état profond pour qui personne n'a voté, qui lui arrive à faire tout ce qu'il veut sans demander son avis à personne. Et donc maintenant, en fait, on a basculé sur un système où aujourd'hui, on a un président qui représente le peuple à travers le peuple et puis à travers des décisions du Congrès qui fait voter par le Congrès, etc. Donc qui sont la branche, ce que les gens veulent et qui se battent contre un fantôme en fait. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas de face au reste. C'est quand il dit par exemple des intérêts, des machins, le problème c'est qu'on sait jamais qui, on sait jamais quoi, parce que c'est des choses très cachées, c'est des structures qui se sont montées en parallèle du gouvernement dans le dos des Américains, et en fait c'est très compliqué de réussir Puis à. même, mec, au FBI, tous les gens qui travaillent au FBI, c'est probablement des gens qui étaient de mèche avec le Deep State. C'est probablement des Bah, gens qui sont pas, tu qui parles sont des hauts placés, toi. ou des Parce hauts que les placés ou même agents fédéraux de base, bon, on leur demande pas trop leur avis. Tu sais, il y en a ou potentiellement, énormément. d'accord, des hauts placés, ok, mais ce que je Oui. veux dire, c'est qu'ils arrivent vraiment dans un environnement hostile où la majorité des gens, bah, ils sont pas contents que Kash Patel Bien débarque sûr. et Ah vienne tout oui, je remuer, suis quoi. tout à fait d'accord, tout à fait d'accord, Mm. c'est ça. Comme je pense que la comparaison qu'il a faite avec le navire, c'est ça, tu vois. C'est que derrière, il y a beaucoup de gens qui ont des choses à perdre parce que le ménage, il a été fait depuis longtemps dans ces cercles-là, à la CIA, au FBI, etc. Ceux les constitutionnalistes, les mecs qui y croyaient, etc., ça fait longtemps qu'ils ont dû les dégager. Donc forcément, les gens qui restent, ça peut être que des gens qui ont déjà trempé dans la combine, tu vois, aujourd'hui, après toutes ces années. Donc là, tu arrives et t'expliques à ces mecs-là, finis la combine, mais ils font tous partie de la combine. Donc ça doit certainement être très complexe. Et ça j'en suis sûr, ouais. Ça, j'en suis sûr. Mais Exactement, bon, bah, c'est des affranchis de l'État, hein. C'est des affranchis de cette le mafia, truc, ils ont c'est que forcément des intérêts. là où ils perdent, c'est la transparence, en fait. C'est-à-dire que là où ils sont baisés, c'est que tout ça, ça marche tant que personne n'est au courant. Mais à partir du moment où, là, s'ils bloquent, par exemple, pour Epstein, et que Trump ou Musk dit, bah voilà, on ne peut pas diffuser à cause de ça, c'est eux, tu vois, et ben là, c'est baisé pour eux, parce qu'à partir du moment où ils sont découverts, ils peuvent plus exister contre tu vois, je veux dire, contre le peuple américain, parce que là, c'est le soulèvement. Donc tant qu'ils arrivent à rester cachés, bah, ça marchait. Là, c'est vrai que je pense que c'est des gros bouleversements, et derrière, ça doit être un petit peu la panique, là, en ce moment. Ouais. On commence à entendre des choses, malheureusement, de la part du camp de Trump, en mode on ne pourra pas forcément tout dévoiler parce que ça mettrait en risque la sécurité nationale. Juste un petit mot pour le chat. Alors, il y a un gars qui s'appelle Ferg Tuat Lopalwala. Il prend en otage le chat depuis 25 pages de discussion. Il parle de sa vie, il raconte ses trucs. Suis, tu parleras avec tes copains plus tard. Parce que là, je te jure, pour les gens qui essaieraient de poser des questions, on peut pas parce qu'il y a que tes messages. T'as vu ou pas? Sur les 10 derniers, regarde, sur les 15 derniers messages, t'en as genre 11 de toi. Donc, arrêtez de Attends, parler attends. de. Mais pour Il le coup, raconte sa vie. j'ai raté le rendez-vous pour mon aide au permis. Non, mais voilà, le mec raconte sa vie, discute avec ses copains, on s'en bat les couilles, Fred. Donc, laisse les gens. Le chat, il est fait pour que les gens puissent réagir à ce dont on parle. Là, on peut même plus voir les questions parce que vous avez vos discussions privées, là. Et Bref. point numéro 9. Musk a indiqué que les mystères de la tentative d'assassinat de Trump restent troublants. La maison du tireur a été nettoyée professionnellement et on n'y a retrouvé aucun objet personnel. À 20 ans, il possédait 5 téléphones et son empreinte numérique a été presque entièrement effacée. Bon, on a déjà beaucoup parlé de ça, mais c'est vrai que c'est très étonnant. D'ailleurs, Musk, ils ont déjoué 2 tentatives d'assassinat sur Musk à Austin. Et aujourd'hui ou hier, il y a les services de défense du président qui ont tué un homme armé autour de la Maison Blanche ou qui l'ont arrêté. Je ne sais plus s'ils l'ont Ils tué ou chôment arrêté. plus, les mecs. Hein. Là, Ah ouais. depuis qu'il est président, il doit être comme des ouf. Putain, tous les jours, c'est normalement, il se passe rien pendant le moment. Tous les jours, il y a une tentative et tous les mecs, ils en peuvent plus. Tu m'étonnes. Ouais, quand tu fais sauter la fourmilière comme ça, il a fini par préciser qu'il est évidemment très étrange que tous ces politiciens, et ça c'est très intéressant les gars, il a fini par préciser qu'il est évidemment très étrange que tous ces politiciens qui gagnent moins de 200 000 dollars par an arrivent à amasser des millions, très souvent même des dizaines de millions de dollars de patrimoine en juste quelques années. On pense tous au délit d'initier une zone grise législative qui leur permet de s'enrichir en bourse sans être poursuivis par la justice, mais qu'en réalité, d'après Musk, ça va beaucoup plus loin que ça, et que s'il dévoile comment tous ces politiciens s'enrichissent réellement, que s'il détruit totalement la corruption, il se ferait assassiner.
Donc il a hésité à dévoiler les techniques d'enrichissement, mais il a préféré ne rien dire de plus. Il y a Joe Rogan qui a passé à autre chose parce qu'il voyait qu'il était en train de suer le Elon Musk. Mais en fait, il explique, Elon, que tous ces politiciens-là, avec des salaires de 90 000, 100 000, 150 000 dollars par an, ils n'ont pas les moyens en fait de vivre à Washington et de mettre leurs enfants dans les meilleures écoles, d'avoir des appartements de bonne qualité, et que ils font de la corruption en se justifiant ça moralement, que c'est pour leurs enfants qu'ils font ça, pour leur famille, et que donc tout est acceptable parce qu'ils font ça pour leur famille. Et qu'en fait, s'ils arrêtent complètement le robinet à corruption, ces gens-là, ils auraient plus rien à perdre, et pour leur famille, selon lui, ils seraient prêts à assassiner Elon Musk. Je sais pas ce que tu en penses. C'est possible pour leur famille, pour leurs intérêts perso, tu sais, bon, en vérité, ça fait pas grande différence, tu vois. C'est le récit qui se met dans la tête, quoi. On fait de la corruption, on vole pour notre famille. Parce qu'en réalité, avec 100 000, 150 000 dollars par an, tu peux pas mettre tes enfants dans les meilleures écoles à Washington. Et pourtant, ils le font. Et pourtant, ils ont un rythme de vie d'ultra riche. Non, c'est possible, c'est possible. C'est possible. Ouais. Tout à Et fait. d'ailleurs, le directeur du FBI, Kash Patel, pour revenir sur les tentatives d'assassination, je pense qu'on est vraiment dans du haut niveau de politique là. Kash Patel, il fait pas entièrement confiance aux agents du FBI. Il l'a déclaré, et il a ainsi demandé une sécurité privée sans agent du FBI et une ligne directe avec Trump. T'imagines le mec, il est aux commandes du FBI, il est obligé de se protéger contre ses propres gars. C'est pour dire à quel point ce que c'est devenu, quoi. C'est vraiment de la folie. C'est la preuve qu'ils sont vraiment en train de taper dans le système, quoi. Oui, non, c'est sûr. Non, mais c'est sûr qu'ils font des dégâts, là. Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Il faut avoir d'énormes couilles pour faire ça. D'ailleurs, Kash Patel, il était à l'UFC avec Mel Gibson. Ils étaient assis l'un à côté de l'autre. Et on sait que c'est Mel Gibson qui a lancé beaucoup d'avertissements contre la pédophilie à Washington. À Hollywood. Et à Hollywood. Avec les 10 points que tu as entendus des révélations de Musk chez Joe Rogan, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise? Est-ce que ça te fait réfléchir à certaines choses Non, parce que bon, globalement, je me doutais de comment ça allait se passer. Bon, les tentatives d'assassinat, etc., c'est difficile pour nous, tu sais, le grand public, on n'est pas mis au courant de ce genre de choses. Mais globalement, non, je suis pas surpris. Moi, tu sais, j'essaie toujours de faire le parallèle avec la France, d'essayer de voir. Ça me permet de me projeter un peu de comment ça se passera en France et tout, mais le système est trop différent en France, c'est trop protégé. Ce serait beaucoup plus compliqué en France de faire un truc pareil. Tu vois. Ouais, évidemment. Il n'y a pas de contre-pouvoir en France, donc c'est pas possible en fait, tu vois. Par attaquer frontalement. Exactement, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire d'entrisme comme il faut. Par la politique, tu peux pas débarquer et venir taper dans la fourmilière. Ouais. C'est ça. Bah écoute, pour terminer cette émission, je voulais que tu nous donnes ton avis sur le clash entre Zelensky et Trump à la Maison-Blanche et sur le discours de Macron qui s'en est suivi, dans lequel il avance que la menace russe est là et touche tous les pays d'Europe. Ben, tu sais, je l'avais dit. Enfin, bon, il faut que les gens se posent 5 minutes et examinent la situation parce que je vois dans les avis des gens des choses qui sont complètement abracadabrantes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? En gros, aujourd'hui, vous avez un conflit ouvert entre la Russie et l'Ukraine. Je parle même pas des causes du conflit, hein, ok? Juste techniquement, où est-ce qu'on en est? On est sur un conflit ouvert entre la Russie et l'Ukraine, avec du côté de la Russie, que vous le vouliez ou non, de la retenue pour pas se mettre à dos l'ONU, machin, etc. C'est-à-dire que on essaye le moins possible de tout détruire. Parce que c'est ça, hein. Parce qu'en gros, là, si vraiment la Russie demain veut raser l'Ukraine de la carte sans branler des conséquences, s'ils veulent, ils rasent tout, ils tuent des millions et des millions de civils, ils s'en foutraient. Hein. Ils auraient juste à envoyer énormément d'artillerie, d'aviation, etc. Et voilà. On est sur un conflit disproportionné entre les deux, où l'Ukraine ne survit qu'à coup de milliards et milliards et milliards, l'Ukraine est sous perfusion de renforts matériels européens et américains. Mais vraiment, là, il faut que vous preniez 5 minutes pour aller voir les quantités de ce qu'on envoie en termes de financement, en termes de tout, hein. Que ce soit du sang, des véhicules, des munitions, des armes, de l'argent. Vraiment, c'est gigantesque. Et c'est une perfusion et c'est à continu. Parce que ça arrive, c'est utilisé ou détruit et ça arrive en continu. Il n'y a rien qui reste, tu vois. Avec aucun contrôle de ce qui se passe. On a découvert qu'en plus, une partie était détournée, etc. Forcément, parce que c'est dans la débâcle, dans le bordel que c'est, etc. Ça envoie, ça arrive de partout. T'imagines bien qu'il n'y a pas une commission qui est là-bas pour essayer de contrôler où vont les choses, etc. Bah oui. Bref. Donc là, on est là-dessus. Et
en gros, il te reste deux solutions, en fait. Soit tu mets fin au conflit, et pour mettre fin au conflit, quand vous avez deux parties, dont un qui est beaucoup, beaucoup plus puissant que l'autre, je suis désolé, mais vous êtes obligé de satisfaire plus celui qui a le moins d'intérêt à ce que ça s'arrête. Parce que les deux ont des intérêts à ce que ça s'arrête, mais entre guillemets, il y en a un qui ne peut survivre qu'avec les perfs des autres. La Russie, elle reçoit aucune perf. La Russie, elle dans ce conflit, elle fait tout elle-même. Donc tu es obligé d'essayer si tu veux, de ramener la paix, tu es obligé d'entendre les deux côtés et tu es obligé de faire un peu plus plaisir au côté russe. Voilà, et en fait, je vois des gens qui disent non, mais il faut passer à Poutine et tout. Mais en fait, la deuxième solution, c'est que les gens qui envoient des perfs rentrent en guerre. Voilà. Parce que l'Ukraine toute seule ne pourra jamais gagner. Donc c'est soit l'Ukraine toute seule ne peut pas gagner, soit l'Ukraine toute seule survit pendant je sais pas combien de temps et on maintient ce truc-là à coup de perfs américaines, européennes, etc. Mais c'est des milliers, on continue sur des milliers et des milliers de morts et une non-résolution du conflit et ça nous coûte les yeux de la tête, ça nous coûte notre défense, etc. 400 milliards de dollars envoyés depuis le début. Soit on laisse l'Ukraine se débrouiller toute seule et l'Ukraine perd le conflit. Voilà, ça c'est la deuxième chose. Soit on amène la paix et pour ça, on est obligé, désolé, mais on est obligé, que ça vous plaise ou non, d'arranger les deux parties et notamment d'écouter ce que Poutine a à dire. Même si, moi, vous connaissez mon avis, j'en ai déjà parlé au début, je pense qu'il y a des demandes qui sont très légitimes de la part de la Russie sur plein de choses, et je pense que ce conflit aurait pu être évité avant, qu'on a largement abusé. Les gens qui voient la Russie comme le grand méchant de l'histoire, je pense que c'est beaucoup, beaucoup plus mesuré que ça, c'est beaucoup moins dichotomique que ça. Il n'y a pas... il n'y a pas le côté, il n'y a pas ce côté grand méchant d'un côté et tout, il n'y a pas du tout ce côté manichéen. Enfin, c'est vraiment pas la façon dont je vois. Peu importe, parce que même si Poutine était le grand méchant et que la Russie est le grand méchant, d'accord, bon, très bien, ça n'empêche que ce que je vous ai dit, c'est quand même d'actualité. Donc dans ce cas, si c'est ou faire la guerre contre la Russie, donc là on rentre dans une guerre ouverte quasi mondiale, ou voire mondiale, voilà, c'est la solution. Soit tant pis, et même le grand méchant, il faut qu'il gagne une partie des choses, parce que sinon ça ne s'arrêtera pas. Et en fait, le fait que ça soit terrible, et là je peux déjà prédire les commentaires. Je peux prédire les gens qui disent ah mais c'est honteux, alors non, il faut se battre, machin. Mais en fait tout ça c'est bien, tout ça c'est du romantisme. Mais qu'est-ce que c'est la réalité des faits? L'Ukraine ne peut pas gagner, point. Point à la ligne, point terminé. Vous pouvez avoir autant foi en l'Ukraine que vous voulez, vous pouvez être autant fan de l'Ukraine que vous voulez, vous pouvez dire que c'est les meilleurs guerriers de ceux que vous voulez. Ils ne peuvent pas gagner. Et ça, je suis désolé, il faut que ça rentre. Impossible. Tu sais, c'est quoi la seule façon? Impossible. Tu sais comment l'Ukraine pourrait gagner? Si on leur donne l'arme nucléaire. C'est la seule façon. Bah, ils gagneraient pas. Ils gagneraient pas parce que ce qu'ils vont faire, quoi, envoyer un missile nucléaire sur la Russie et puis ils vont s'en prendre dans la foulée, c'est terminé. Tu vois ce que je veux dire? C'est le pays qui a le plus de terres nucléaires au monde, la Russie. En fait, tu as raison. En fait, la meilleure option pour l'Ukraine, si elle veut vraiment continuer dans cette guerre, c'est une guerre nucléaire, quoi, qui détruirait, qui ferait de la l'Ukraine de destruction toute dans les deux façon, pays, quoi. qui dans tous les cas détruirait l'Ukraine. Donc, L'Ukraine et Moscou, donc quoi, c'est ça. potentiellement. Ou alors si c'est le camp de l'Ukraine qui doit gagner, c'est avec tout le monde. C'est nous qui allons, qui nous battons, etc. Mais donc, là, c'est vraiment un conflit ouvert. Donc, c'est ou l'un ou l'autre. Donc Trump qui veut arrêter ce conflit, pense que ce conflit c'est mauvais pour les affaires. Et je suis d'accord avec lui. Lui, il voit le point de vue américain dans le lot. Il perd énormément d'argent pour soutenir l'Ukraine pour rien. Parce que là, ça ne les fera pas gagner. C'est vraiment juste pour les maintenir à flot. Donc, on envoie de l'aide, on envoie des trucs militaires, etc., pour maintenir un conflit. Voilà. Et derrière, en plus de ça, c'est des complications économiques sur des partenariats internationaux, etc. Donc, lui, il voit que les États-Unis ont tout à perdre dans ce conflit, donc il veut l'arrêter, quoi qu'il en coûte. D'un point de vue strictement rationnel, la meilleure chose que peut espérer l'Ukraine si la guerre continue, si elle souhaite vraiment à faire du mal à la Russie, la meilleure chose qu'elle peut espérer, c'est peut-être qu'un missile nucléaire atterrisse sur la Russie et ensuite eux, ils se font annihiler et il n'y a plus d'Ukraine. Du coup, ils ont Non, vraiment... la meilleure chose qu'ils peuvent espérer, c'est ce qu'ils veulent, c'est que tout le monde rentre en guerre contre la Russie. C'est ce qu'il veut, Zelensky. Zelensky, ce qu'il veut, c'est que les gens se rallient à lui. C'est ce qu'il a dit à Trump. Il a dit là, vous voyez pas, mais bientôt vous devrez vous battre contre les Russes. C'est ce qu'il veut. Lui, il espère. Il espère que tout le monde il veut une guerre mondiale. En fait, c'est une troisième guerre mondiale, ce qu'il veut, ce fou. Ben, lui, s'il veut gagner son camp gagne sans faire aucune concession, parce que lui, il veut faire aucune concession. Ben, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Donc, en même temps, tu vois, lui, c'est ce qu'il veut. Moi, c'est pas ce que je veux.
Le Oui, Trump, clairement. c'est pas ce qu'il veut non plus. Donc, et en fait, le problème de Zelensky, c'est que Zelensky, c'est un enfant gâté. Il fait la guerre avec les moyens des autres. En fait, c'est terrible ça. C'est-à-dire qu'il fait la guerre avec les moyens des autres et au lieu de dire merci ou est-ce qu'on peut avoir, le gars, maintenant, il exige. Et c'est ça qui le rend détestable. Et c'est là où il s'est mis beaucoup de monde à dos. C'est que le mec, il va, il fait ses courses. Non, mais vous devez faire ça. Vous devez faire ça. Mais attends, juste 2 petites minutes là. Si nous, demain, on avait un problème avec un pays, si demain, l'Algérie ou un pays avec lequel on a des problèmes aujourd'hui économiques, etc., diplomatiques, nous attaque, l'Ukraine, vous allez nous envoyer quoi? Vous allez donner combien à la France? Non, mais on est d'accord. C'est quand même incroyable. Les mecs, le mec exige et il va à la Maison Blanche et il exige. Il est insupportable. Les gars lui expliquent, voilà, il va falloir faire un deal avec Poutine. Non, de toute façon, vous allez le voir, vous aussi, vous allez devoir vous battre, vous allez le ressentir. Mais tu te comportes pas comme ça en fait. Tu vois, tu vas pas voir les mecs qui te font des donations parce que c'est des dons. Hein. Il y a rien qui les oblige. Hein. Des dons depuis des années de milliards qui t'envoient du matériel et tout pour leur dire non, mais en fait, vous continuez et puis vous fermez vos gueules. Bah oui, bah non, en 400 fait. milliards au total, mec, hein, matériel, aide financière Non, mais les confondue. gars, vous vous rendez compte? 400 putains de Il y a, milliards. il y a un- il y a un souci là. Il y a un souci. On paye la taxe baguette pour pouvoir envoyer des petits jouets à Zelensky. Mais la vérité, mec, c'est que de manière absolue, mettre des milliards et des milliards et continuer à mettre des milliards et des milliards dans ce genre de conflit, c'est remettre une pièce dans la machine pour que la guerre continue et qu'il y ait plein de jeunes Ukrainiens et Russes qui continuent à crever. Mais bien sûr, bien sûr. Mm. Donc à un moment, il va falloir faire des concessions et donc il va falloir que les deux acceptent des deals. Et oui, certainement qu'ils seront plus en faveur de la Russie que l'Ukraine, mais ça, c'est la loi du plus fort. C'est terrible, mais c'est comme ça. En fait, il y a deux positions aujourd'hui. Il y a Qu'est-ce deux que vous voulez que je positions dise possibles. C'est soit pour une troisième guerre mondiale, soit contre une troisième guerre mondiale. Il n'y a que ça Bah, de c'est ça. plausible. C'est Ah, ça. putain. Et dans les deux cas, il va falloir faire des concessions. Donc là, lui, Macron, bon, je pense que un peu par effet, parce qu'en fait, Macron, il a énormément d'ego. Hein. Je pense que là, on a compris depuis le temps qu'il a vraiment énormément d'ego. Et là, il s'est fait ridiculiser un petit peu parce qu'en fait, le boulot qu'il devait faire, le boulot qui avait été fait par Sarkozy à l'époque de la Russie et la Géorgie, etc., le boulot normal de la France qui est censé être la plus grosse puissance militaire d'Europe et donc, tu vois, être censé faire le juge-arbitre, bah, il n'y a rien qui a été fait. Macron, il a été juste dans le flow avec tout le monde à dire ouais, ouais, on envoie des trucs, on envoie des trucs, on envoie des trucs. Il n'a rien réglé. Donc Trump arrive, déjà, il arrive à voir Poutine, il arrive à voir Zelensky, il commence à avoir des accords et tout. Bon, bah, évidemment, là, le monde entier se tourne vers Macron en disant mais en fait, t'es un guignol. Donc là, le mec, il fait ah ouais, il prend exactement le point opposé. Il fait comme si tout ça, ça n'existait pas. Genre, non, non, mais nous, on s'en fout de ce que les Américains ils disent. On va régler ça nous-mêmes. Et en gros, lui, il appelle à la Troisième Guerre mondiale. En gros, c'est ce qu'il dit. Et là, il C'est ça, en prépare les fait, que gens à j'allais une te Troisième Guerre demander. mondiale. Après, est-ce qu'il Et va le faire? ouais, On ne sait pas. mais en fait, lui, c'est juste de l'ego, tu penses. Il a aucun Non. intérêt à ce que la guerre continue. Ben, moi, je vois pas, je suis désolé, hein, mais à l'heure actuelle, je vois pas quel est l'intérêt des pays européens pour cette guerre. Non, je comprends pas. Ouais. Là, je suis désolé, mais parce qu'ils envoient à perte hein, tout ce qu'on envoie. Ils sacrifient leur défense, etc. Donc là, à l'heure actuelle, à l'heure actuelle, je vois plus, à part un côté militant, tu vois ce que je veux dire? Enfin, je pense que c'est de l'ordre des convictions politiques. Je sais pas, parce que je vois pas ce qu'ils ont à gagner à ce que ça continue, non. Mais c'est des psychopathes sanguinaires qui jouent à risque avec le C'est monde, pas lui quoi. qui va se battre. Ouais, C'est pas lui qui c'est va se battre, jamais, ils s'en foutent. Voilà. c'est jamais les gamins des Voilà. chefs d'État qui partent en guerre. Euh, et Là où il a euh, raison, attends, là où il a raison dans le chat, qui nous dit fabriquer l'Europe fédérale, je pense. Oui, par contre, c'est vrai que là où, ventilateur des par nouilles, contre, ça. là où ils ont où c'est vrai que j'ai pas précisé, mais il a raison, c'est que pendant le conflit, ce côté où on flirte avec la loi martiale, etc., ça peut leur servir, notamment pour prendre les épargnés français, pour centraliser un pouvoir européen, une défense européenne. Ça, c'est leur projet. Et c'est vrai que si tu as un gros ennemi méchant, si tu as l'ogre russe aux portes, ça a toujours été comme ça, hein, tu as l'ogre russe aux portes de l'Europe, donc il faut qu'on soude, donc il faut qu'on se renforce. Donc oui, là, très clairement, ça, c'est leur intérêt C'est l'ennemi à commun, court c'est la terme. À peur court qui terme. leur permettrait de fonder leur empire européen, quoi. Bah oui, 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 Mm. voilà. C'est Ok. le Parce que seul tu vois, truc possible. t'as Zelensky qui d'un côté veut pas lâcher un millimètre à la Russie pour négocier des accords de paix, mais en parallèle,
il accepte de donner des terrains miniers à très forte valeur au Royaume-Uni en échange d'aides financières supplémentaires. Oui. Mais lui, il s'en fout. Voilà. Lui, C'est- il veut il veut rien céder gagner. à la Russie, point. Ouais, il veut gagner, c'est tout. C'est tout. Il n'a pas les moyens de gagner. Tout est dans les mains des autres. Et tu vois. C'est la Troisième Guerre mondiale, tout simplement. Enfin, Et ben putain. le Bordel de... truc, Non, c'est mais que ça... tu vois, quand les Anglais étaient sous perfusion américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, on va prendre cet exemple, hein, parce que pendant un moment, l'Angleterre, l'Amérique n'était pas rentrée en guerre, mais envoyait du matériel à l'Angleterre pour se défendre. Ok, tu crois pas que Churchill, il allait aux États-Unis et il tapait du poing, il disait oh, faut nous envoyer plus de trucs là, qu'est-ce que vous branlez? Non, tu vois, ça se, ça se oui. passait pas comme ça, tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, et puis surtout, il y avait une volonté derrière, c'est-à-dire que les Américains, ils envoyaient en perfusion et en même temps, ils se demandaient est-ce qu'on doit rentrer en guerre ou non. Tu vois, il y avait une possibilité de victoire parce qu'il y avait l'URSS derrière, donc Hitler n'était pas le seul gros belligérant dans la balance. Il n'y avait pas genre d'un côté Sans les Américains, l'URSS aurait très probablement contrôlé l'Europe de l'Ouest. aurait pu quand même gagner, tu vois, contre Hitler, etc. Ce que je veux dire, c'est que voilà, tandis que là, on envoie de la perf, mais il y a rien, il y a pas d'espoir derrière, il y a pas Il n'y a de, rien à gagner, il y a ouais. pas de D-Day prévu, il y a pas une troisième grosse puissance derrière qui va attaquer la Russie, pas demain l'Ukraine qui d'un seul coup va réussir à défaire l'armée russe et la Russie qui va se rendre et qui va dire on arrête, ça n'existe pas, ça c'est un fantasme seulement. Ouais. Et c'est vrai que c'est drôle parce que à droite, il y a quand même pas mal de monde qui défendent Zelensky, hein. Chez les libéraux, même à droite, c'est étonnant. Parce qu'en fait, alors déjà, tu sais, pour la même raison qu'il y a de l'anti-américanisme primaire, il y a de l'anti-russe primaire, tu vois. Ok. Ça existe aussi. Il y a des gens qui sont anti-russes, anti-Poutine, etc. Ensuite, parce qu'il y a aussi un paquet de mecs qui se sont branlés à fond sur l'imagerie, tu sais, nazi, nationaliste ukrainien, Azov, tout ça. Non, mais c'est vrai, gros. Va voir les mecs qui défendent l'Ukraine et tout. Va voir, t'as un paquet de mecs qui ont des PP Azov, des machins et tout. Tu le vois, tu vois, je veux dire, dans les mecs qui sont allés combattre en Ukraine et tout, ils ont des tatouages, des rues nodales, des machins et tout. Donc on sait qu'il y a un paquet de mecs aussi qui se sont branlés là-dessus et voilà, ça leur fait plaisir. Le nationalisme blanc qui se bat. Ensuite, il y a aussi le côté tout simplement autodétermination des peuples. Tu vois, l'Ukraine doit rester ukrainienne, aux Ukrainiens, etc. C'est faire fi un petit peu pour moi de l'histoire. Ah, putain, mais les mecs, regarde, tiens, Fox Muller, là, je vais l'afficher, ce fils de chien là. Tu racontes n'importe quoi, Baptiste, et il sait même pas écrire mon nom, ce fils de pute, Baptise. Même en Ukraine, les nazis, c'est que dalle. Mais qui a dit l'inverse? Est-ce que j'ai dit, là, est-ce que tu m'as entendu dire que les nazis représentent quelque chose d'important en Ukraine? Est-ce que j'ai dit ça? Espèce de golemon. Au lieu de dire tu racontes n'importe quoi. Tu vas te retrouver dans 3 épisodes comme les mecs de Bachar al-Assad. Non mais, tiens, c'est incroyable. C'est exactement ce que tu as dit. Putain, mais quel Mongolien. Mais c'est pas possible. Je viens de dire qu'il y avait des nationalistes français, qu'il y avait des mecs d'extrême droite français. On me demande pourquoi ils soutiennent l'Ukraine. Et j'ai dit qu'il y en a qui soutiennent parce qu'il y a eu une imagerie là-bas qui a été faite sur notamment le bataillon Azov, etc. J'ai jamais dit que ça représentait la majorité des trucs ou quoi que ce soit. Et que c'est pour ça qu'ils ont été attirés par ça. Putain, mais c'est incroyable. Les mecs ont vraiment... Tu ne peux pas comprendre cette émission. Je pense qu'il faut que tu ailles regarder autre chose. Là, honnêtement. Parce que si c'est ça que tu as compris de ce que je viens de dire, je pense que tu n'as rien compris des 10 sujets qu'on a fait avant. Tu fais perdre du temps à tout le monde et même à toi. Commence par un truc vraiment plus facile. Commence par quelque chose de plus abordable. Vraiment. Commence par un truc du style, je sais pas moi, Télématin ou un truc tranquille, tu sais, où il n'y a pas trop à réfléchir. Voilà, Midi les zouzous. Un truc comme ça. Et une fois que tu arrives à tout comprendre dans Midi les zouzous, où tu te dis pas, ah, mais j'ai pas bien compris, c'est ça. Une fois que Midi les zouzous, c'est bien compris, là après tu commences avec des trucs un peu plus, voilà, tu vois, tu passes sur Arte et tout ça. Et après, tu reviendras. Bref, donc, tout ça pour dire... je pense qu'il y a vraiment un message très clair que tu nous transmets là. Et même moi, j'avais pas trop de clairvoyance sur la situation à ce point-là. C'est que soit tu es pour la Troisième Guerre mondiale, soit tu es contre la Troisième Guerre mondiale, soit tu es un Mongolien qui comprend rien. Non, mais en fait, il faut différencier ce qu'on voudrait, nous, de ce qui est possible, je pense. Pragmatiquement, même si on veut, même si nous, on voudrait, je dis pas moi, mais je veux dire, peu importe ce que vous pensez, que vous voudriez que l'Ukraine gagne, que vous voudriez ça, il faut réfléchir en termes de ce qui est possible. Napoléon dit, il faut regarder le champ de bataille d'un œil sec, c'est exactement ça.
Il faut regarder le champ de bataille d'un œil sec. Il faut oublier les émotions, il faut oublier les idéologies. Il faut dire, OK, c'est quoi les possibilités maintenant? Qu'est-ce qu'on peut faire? Une fois que la guerre est commencée, une fois qu'on est dedans, et la réalité, c'est que je suis convaincu, à vérifier, hein, mais je pense que la grande majorité des Russes et la grande majorité des Ukrainiens, ils n'en voulaient pas de cette guerre. Et c'est encore une fois des politiques, des États qui se sont lancés dans, cette, dans ce massacre, dans cette boucherie, tant du côté russe que du côté ukrainien, malheureusement. Non, bien sûr, bien sûr. Et juste un petit détail dans les genres des prédictions, parce que qu'on avait fait, dans un épisode précédent, on vous avait dit qu'il se servirait sûrement de l'excuse pour un jour se servir sur les épargnes. Tu te rappelles? On avait dit ça, les épargnes, de toute façon, ne gardez pas d'épargne et tout, parce que c'est sûr que le gouvernement se servira sur les épargnes un jour. Et là, ça y est, l'idée est lancée. L'idée a été lancée, je crois que c'est par Bayrou, hein, c'est ça? Qui a commencé à préparer la population à dire, ah, s'il y a guerre, il y a effort de guerre. S'il y a effort de guerre, on va prendre un prêt sur les épargnes. Ça, c'était, et voilà, Baptistadamus, Nostrabatistus, les prédictions, vous m'appelez, Baptiste de voyance. Mais c'était sûr. Mais oui, c'est ça, mec. Franchement, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Parce que. Et Après, il c'est n'y a ça, pas que moi, Bérou. je pense qu'il avait dit, mais c'est incroyable. Quoi. Bérou, il parle d'un livret d'épargne. Il faut savoir s'entraider. Et ces enculés, au lieu de supprimer les aides sociales, s'il y a vraiment la France qui est en danger, non, eux, ils veulent continuer à taxer toujours plus. Alors qu'on est déjà Ils le vont pays prendre les le gens plus qui ont taxé mis de du monde. côté toute leur vie. Mais l'épargne qui dort. Mais À aucun moment, ils se disent on va réduire les dépenses, quoi. À aucun moment. non, ça non. Mais tu sais, l'épargne, ça les rend fous. Hein. L'épargne, c'est des choses qui les rend fous. Parce que c'est de l'argent qui dort. C'est de l'argent qui sert à rien. Et c'est vrai, hein, une épargne, ça sert à rien. Moi, je vous le dis à chaque fois que je vous donne des conseils, n'épargnez pas. Tu vois, investissez, mettez votre argent dans quelque chose, utilisez votre argent. Mais l'épargne, ça sert à rien. C'est de l'argent qui dort. Et même avec les meilleurs taux possibles, avec l'inflation, de toute façon, vous y perdez. Mais pour eux, c'est surtout de l'argent très peu taxé qui est là. Tu vois ce que je veux dire? Parce que l'argent, quand il est dépensé, à chaque transaction, à chaque chose, il y a des taxes, ils se servent un peu, tu vois. Donc, ils sont contents. Tu vois, Bah même oui. quand vous investissez, même si c'est mieux pour vous, vous allez investir dans quelque chose qui va vous rapporter régulièrement, ça va leur rapporter régulièrement aussi. Tandis que l'épargne, quand ça dort, bah, ça vous sert à rien, ça c'est vrai, mais ça sert à rien à l'État non plus. Et ça les rend Parce que fous. si tu places en bourse, c'est taxé sur tes bénéfices en bourse. Si tu achètes un Oui, terrain, bah, tu payes des taxes, des impôts, voilà, etc. que tu fasses une Si entreprise, tu tout ce que investis tu dans veux, ton voilà. entreprise, il y a de la TVA, il y a etc., etc. En Mais fait, l'épargne, même si tu le l'épargne, ça. dépenses, Ouais, aussi, ouais, exactement. Mais l'épargne, ça leur sert vraiment à rien. C'est comme en fait un mafieux sicilien qui rentre dans un bar qu'il est en train d'extorquer. Et puis, il y a 20 000 euros qui sont en cash dans les étagères derrière le patron du bar. Mais il a envie de le c'est prendre, ça. quoi. Oui, tous les jours, il le voit, il dit mais c'est pas possible, c'est pas possible. Donc ils ont tout essayé et là ils se disent ah putain trop bien une guerre. Parfait, c'est ce qu'il nous fallait, une guerre. Bon bah c'est la guerre les gars, désolé, faut qu'on achète des fusils. Allez, donne ton épargne. Bande de fils de pute qui Et en sont prêts plus à tout l'épargne, pour la grande majorité l'épargne ça appartient à des personnes âgées qui de toute façon ne pourront pas se rebeller. Hein. Donc les épargnes des mecs qui sont en EHPAD ou des boomers de 70 piges, tu vois, tu crois qu'ils vont aller faire quoi? Qu'ils vont aller attaquer l'Elysée? Non, on va leur prendre leur argent, ils pourront pleurer et puis c'est tout, tu vois. On s'en fout. Pour tous ces psychopathes de politiciens, toutes les excuses sont bonnes, que ce soit la guerre, l'écologie ou je ne sais quoi d'autre, pour venir vous extorquer. Plus, tout est bon. Ils en ont rien à foutre qu'il y ait des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'Ukrainiens qui crèvent, tant qu'ils peuvent se servir de ce prétexte pour venir avoir plus de pouvoir et venir prendre votre épargne notamment. Faut vraiment être un psychopathe hein, pour être un politicien de haut niveau dans des républiques comme la République française. Je te propose de terminer sur ces belles paroles si tu n'avais rien à rajouter, mec. Non, j'ai rien à rajouter. Allez acheter Texas Jerky. Le bœuf séché texan disponible en France. Et attends, le goût du Texas, la qualité française. C'est maintenant. Dépêchez-vous parce qu'après, dès que c'est la guerre, ça sera dans les rations de combat. Donc, prenez l'habitude d'en manger maintenant avant qu'ils vous saisissent tout et que voilà. Ils vont exproprier la production de Baptiste lorsque la guerre contre l'Ukraine commencera. Ah bah oui, de toute façon, le mec qui les fabrique, il va devoir aller à la guerre en Russie, donc après, ce sera mort. Hein. C'est terminé. Donc, vite avant que Mathieu du jerky français soit obligé d'aller combattre en Ukraine, dépêchez-vous, tant qu'il est là, pour le moment, il fabrique, dépêchez-vous, parce qu'après, c'est terminé. Hein. Lui, il l'envoie au front,
Et puis bon, lui, il est boucher à la base de profession, donc Il va falloir qu'on commence à faire. Il va pas non plus faire des miracles, hein, donc voilà. Il va falloir qu'on commence à faire du contenu en anglais, en espagnol, parce que bientôt on n'aura plus de public. Non, je déconne. Ou en russe si on perd. Hein. Ou en russe. En russe si on perd. Genre, on commence à envoyer des messages subliminales en russe dans les trucs en disant on est de votre côté. Comme ça, si jamais ils gagnent, on dira non, regardez, on était de votre côté depuis le début. Aïe, 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 aïe. Humour très très noir, évidemment, les gars. On espère que vous n'allez pas crever sur le front russe pour les intérêts de Emmanuel Macron. On espère, on vous le souhaite. Voilà ce qu'on vous souhaite pour 2025. Nos vœux, les vœux, on n'a jamais fait les vœux de Radio Dixie pour 2025. Eh bien, on vous souhaite de ne pas mourir sur le front russe, payé par l'épargne de Mamie Janine. On vous le souhaite. Ma grand-mère s'appelait Janine d'ailleurs, très bon exemple. Hop, l'épargne immédiatement saisie. Quelle tristesse. Et pour terminer là-dessus, mec, je voulais vous rappeler d'aller sur nos Patreons. On vous aime, les gars. on vous taquine. J'espère que sur ce coup-là, on ne sera pas visionnaire. Allez sur nos Patreons. C'est la meilleure façon de nous soutenir. Comme je vous l'ai rappelé récemment, ça fait plus de 2 mois qu'aucune vidéo n'est monétisée sur la chaîne. Elles sont toutes en jaune, ça veut dire que 0 monétisation. Donc pour qu'on continue Là, par exemple, sur cet épisode-là, si, remarque, je sais pas. Ouais, c'est mort. Ah mec, quand tu veux faire sauter les universités françaises. C'est vrai que j'ai dit que je voulais faire raser les universités. Bon, bah c'est mort. Donc encore une fois, les gars, si vous voulez qu'on continue à avoir ces libertés de parole et qu'on continue à avoir les moyens de consacrer autant de temps à ces émissions, la préparation, les sujets, la rédaction, le tournage, la miniature, le montage, etc. Ça, c'est vraiment énormément d'heures chaque semaine. Deux vidéos qui arrivent sur Patreon, là, en plus, qui vont être postées dans la semaine. C'est quoi les sujets? Alors, il y a le No Country for Walkmen, mon nouveau podcast sur la culture, les discussions, etc. Et il y a une vidéo, mais si je la dis maintenant, dans le contexte, ça va paraître déplacé. Laisse la surprise alors. Il y a une vidéo où on tire sur des têtes balistiques. Tu sais, c'est des têtes humaines avec les os, le gel, tu sais, des reconstitutions de têtes humaines. Ah, tu vas faire des putains de slow motion? Ouais, ça coûte très très cher et j'ai réussi à m'en fournir 10 là. Et donc, on va tirer dessus avec chaque calibre différent pour voir l'impact sur des têtes humaines. Et ça, on ne peut pas le faire sur YouTube et tout. Et sur le YouTube français, on ne pourrait pas de toute façon poster ça. Donc là, sur Patreon, c'est bien. On pourra leur mettre des perruques, leur donner des noms et tout. Voilà. Mélenchon, Macron et compagnie. Ouais, j'ai plein d'idées. Ah ouais, j'ai hâte de voir ça. Encore merci beaucoup, mec. Merci à tout le monde. Ça va être sur mon Patreon dans quelques heures, patreon.com/leguise. Et l'émission sera normalement après-demain ou dans maximum 3 jours sur YouTube, le temps que je fasse le montage. Ciao les gars et à la prochaine. Ciao mec. Merci, ciao.